Bonsoir à tous, très content de vous retrouver. Alors, c'est la deuxième fois que je vais enregistrer ce live, puisque la semaine dernière, il y avait eu un petit souci de son. Bon, là, les tests ont été faits. Voilà, bon, normalement, tout est ok. Bon, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, un live qui sort de l'ordinaire, puisque on va pas discuter tellement de droit, on va discuter d'histoire, et d'histoire de la Révolution. Alors, dans quel cadre s'inscrit ce podcast, qui sera une première partie. Donc on va traiter des débuts de la Révolution à la Terreur, et on fera un deuxième live, un deuxième podcast demain, du coup, de la Terreur à la fin de la Révolution. Pourquoi est-ce que je fais ces lives-là ? Puisque vous l'avez vu sur les différentes pages de la chaîne Ebim du droit, je prépare une grosse série sur le droit révolutionnaire. Ce sera une première pour la chaîne, puisqu'on va se lancer dans du let's play sur la base du jeu vidéo qui s'appelle We the Revolution, où on incarne un juge durant la terreur révolutionnaire. Et donc on va devoir, entre autres, il n'y a pas que ça, le jeu est extrêmement complet, on va devoir juger soit des cas ordinaires de la Révolution, mais parfois aussi des cas plus célèbres, comme Louis XVI, Marie-Antoinette, Robespierre, Danton, etc. Et je trouvais que c'était une très très belle façon en fait, de pouvoir aborder cette période et tout l'héritage juridique et judiciaire dont on est encore les héritiers aujourd'hui, comme par exemple l'institution des jurés, la procédure contradictoire, la représentation par avocat, etc. Bref, tout ce qui fait le procès moderne vient de la Révolution. Et je me suis rendu compte que si je ne faisais pas des grosses apartés historiques, véritablement dans des podcasts qui sont consacrés, je ne pourrais pas à la fois profiter du jeu, parce que c'est aussi plaisant de pouvoir s'y amuser, ça reste un jeu vidéo, mais je ne peux pas à la fois jouer, exposer le contexte historique et les éléments d'ordre judiciaire. C'est pas possible, ça serait beaucoup trop chargé, et en plus je trouve que ça manquerait de cohérence, parce que autant on peut discuter de tel procès, de telle procédure, etc., autant l'histoire, ça gagne à être abordée d'un tout, d'un seul tenant, avec cette règle fondamentale que tel événement n'est que la conséquence d'un autre qui l'a précédé, et aussi la causalité de celui qui va lui succéder. Et il se trouve que dans la période révolutionnaire, c'est très difficile de l'aborder. Pour autant, je trouve, c'est personnel, qu'on a un rapport intéressant avec cette période qui s'étend du coup assez de manière arbitraire, de 89 à 1799. Ça laisse pas de marbre. Quand on évoque la Révolution, on discute quand même rien de moins, à mon sens, que de la genèse de la France moderne. C'est quand même là où plus ou moins tout démarre. Alors, je le dis aussi d'emblée, mon obédience politique fait que la période révolutionnaire est pour moi une période phare. Et pour résumer, la France qui m'intéresse, l'idée nationale, est née à cette époque-là. Voilà, je me doute bien qu'avant, il y avait évidemment une culture, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la pensée des gens qui veulent vivre ensemble. Et la nation, ça naît essentiellement en 89. Même s'il y a effectivement des soubresauts et que le mot nation apparaît un petit peu avant, c'est avant tout par une politique, par de nouvelles idées, par l'émergence de cette période qui, une nouvelle fois, malgré sa grande confusion, reste la mère de beaucoup de nos institutions d'aujourd'hui. Et pour autant, voilà, comme je l'indiquais, c'est une période qui est extrêmement confuse, parce qu'on va voir, comme j'ai déjà fait le live, je sais à peu près combien de temps il va durer. On est parti pour un peu moins de 2 heures, et pourtant on va aborder globalement que 4 années. Voilà, 2 heures pour raconter 4 années. Il n'y a pas tant de périodes historiques qui sont à ce point chargées. Pas autant. Bon. Pour autant, on va essayer de s'y employer, d'aborder cette première partie de cette période. On va essayer de faire un survol. Voilà, le but, c'est de donner une grande vision d'ensemble, parce que je crois que l'un des grands écueils quand on aborde cette période, c'est qu'on a des épisodes
la prise de la Bastille, l'abolition des privilèges, la terreur, bref, on a des épisodes en tête, on a des événements, mais on ne sait pas exactement comment les classer. Et le jeu, With the Revolution, va nous amener justement à connaître de ces événements, mais précisément, ça sera intéressant de pouvoir du coup se reporter vers ces podcasts qui donneront, je l'espère, une vision d'ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dernier propos préliminaire, je ne suis pas historien. Et j'ai encore moins fait d'études d'histoire. Je suis simplement un passionné de l'histoire politique, notamment du 19e siècle. Alors vous me direz, mais attends, mais la Révolution, copain, c'est à la fin du 18e, très bien, mais on ne peut pas évoquer toute l'histoire du 19e siècle et découle, mais alors très directement de ce qui s'est passé en 89. Voilà, c'est pas compliqué, c'est pas possible. C'est impossible de faire le distinguo. Donc, oui, la Révolution, je m'y suis passionné dedans. J'ai préparé ces podcasts-là pour essayer de vous faire quelque chose d'à peu près complet. Mais gardez bien en tête que je ne suis pas un historien et tout ce que je vais dire, il y a des dates qui sont fondamentales, voilà, qui existent, il n'y a pas de difficulté. Donc déjà, ce que je vais dire, c'est avant tout une valeur chronologique. Hein. Mais après, dès que je vais peut-être m'hasarder à des analyses, vous les prenez avec pincette, parce que ce n'est que de la redite de ce que j'ai pu entendre d'auteurs qualifiés comme Antoine Boulan, voilà, qui a pu écrire Punir le peuple, le tribunal révolutionnaire, ou bien Qu'est-ce que la journée révolutionnaire. Il y a aussi évidemment Jean-Clément Martin, qui a énormément travaillé sur le sujet. Je vous recommande d'ailleurs l'interview qu'il avait donnée à Nota Bene pendant près de 2 heures. Donc une interview très intéressante. Et puis, voilà, c'est au-delà des ouvrages. Aujourd'hui, voilà, il y a une grande vulgarisation en ligne sur la Révolution, notamment le travail d'Istoni, qui est juste considérable. Mais il y en a d'autres, comme par exemple Sur le Champ, qui a fait pas mal d'épisodes sur justement des moments militaires de la période révolutionnaire. Dernièrement, il a fait sur la prise des Tuileries en août 1792, mais également sur la guerre franco-espagnole de cette période-là, où il est allé directement sur le terrain. Enfin bref, il y a aujourd'hui de manière accessible beaucoup d'éléments sur la période révolutionnaire. Et ensuite, voilà, je me renseigne pas mal sur l'aspect judiciaire, notamment un ouvrage qui a été écrit en 1989 pour le bicentenaire, qui s'appelle Une autre justice, mais ça j'y reviendrai plus longuement, et d'ailleurs ce sera l'objet du live de lundi prochain midi 15 sur la procédure judiciaire devant le tribunal criminel, c'est-à-dire la procédure de droit commun, et le tribunal révolutionnaire c'est une juridiction d'exception, mais qui se base d'abord sur le tribunal criminel. Donc on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et voilà, donc gardez bien en tête que je ne suis pas un historien. Dès que ça glisse au-delà de l'apport chronologique, vous le prenez avec pincette. J'ai quand même essayé de croiser les sources pour que ça soit évidemment tangible, mais c'est important par honnêteté intellectuelle de vous dire ce qu'il en est. Bon, ces propos introductifs étant établis, allons-y pour discuter du coup des débuts de la Révolution. Et d'abord, un propos introductif va s'en introduire un autre, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas à proprement parler de révolution avec un R majuscule. Celle-ci va apparaître beaucoup plus tard, mais si on essaye vraiment de s'intéresser à l'histoire, le mot révolution, quand il apparaît en 1789, c'est un mot qui est à la mode. Hein. Il y a des révolutions dans d'autres endroits, en Europe, il y en a aux Pays-Bas, il y en a surtout en Amérique. Hein. La guerre d'indépendance américaine, dont on est les seuls à parler de révolution américaine, mais là-bas ça s'appelle la guerre d'indépendance, elle démarre en 1775, elle s'achève en 1786. Et puis il y a tout un effet de mode, la révolution, c'est avant tout des révolutions astrales, et donc ça a une dimension scientifique. Hein. C'est les choses s'enclenchent, on a fini un cycle, et il y a quand même ce sentiment-là. Et durant tout le XVIIIe siècle, on est traversé par différents courants, différentes difficultés. Il y a évidemment, durant tout le siècle de Louis XV, c'est le mouvement des Lumières, Rousseau, Voltaire, Diderot, enfin
d'Alembert, l'encyclopédie, tout ça. Donc il y a une émergence de nouvelles idées avec des réflexions politiques. Il y a notamment Beccaria qui publie, je crois, en 1766 un traité qui s'appelle Des délits et des peines et qui revoit de manière moderne pour lui ce qui serait la procédure judiciaire répressive idéale. Donc tout ça, ce sont quand même des nouvelles idées qui émergent. Et à côté de ça, on a une société qui est ancrée, difficilement réformable, sur des acquis propres à la noblesse. Par exemple, les parlements régionaux, Rennes, Toulouse, Paris, ont retrouvé de leur superbe après Louis XIV, puisque quand il décède, ce roi-là, en 1715, la régence va être donnée au duc d'Orléans, qui est l'oncle de Louis XV, qui à ce moment-là est mineur, et pour en gros que le testament de Louis XIV soit cassé et que le régent prenne le pouvoir, eh ben, ça va y avoir un marché, il va y avoir une négociation. Et en gros, en échange de mettre de côté le conseil de régence qui avait été installé par Louis XIV, le régent promet de redonner le droit de remontrance au Parlement, et donc ce sont des possibilités pour le Parlement en fait de venir en gros contester les mesures, les politiques qui viendraient de Versailles. Et tout ça, en fait, ça va, à partir en gros de 1715-1720, conditionner tout l'immobilisme politique qu'on va aborder et qui va rendre très difficile d'aborder des réformes tant sur le fonctionnement de l'État que sur les trois ordres que sont la noblesse, le clergé et le tiers-État. Ça va vraiment être la pièce maîtresse, mais aussi ne pas oublier l'influence de l'Église, de la religion, avec notamment des cas qui vont faire scandale, l'affaire Sirvens, l'affaire Calas, voilà, pour les amis toulousains. La religion est une part prépondérante durant tout le XVIIIe siècle, et évidemment, pas plus qu'aujourd'hui, très difficile à réformer. Et pour autant, le fonctionnement, l'équilibre de tout ceci est extrêmement précarisé parce que les finances vont très mal. Alors évidemment, quand on a pondu Versailles, il y avait une grosse dette qui a été laissée à Louis XV, et Louis XV, il n'a pas tellement amélioré les choses, et il a refilé la dette à Louis XVI. Louis XVI, d'ailleurs, qui est donc le petit-fils de Louis XV, qui d'ailleurs n'était pas celui qui était destiné, c'était pas l'aîné du fils de Louis XV, c'est le deuxième enfant. Son frère aîné va mourir à l'âge de 10 ans et ça va un petit peu traumatiser Louis XVI, puisque c'était quelqu'un qui admirait beaucoup son frère, dont on disait tant les éloges, même s'il avait que 10 piges. Il va toujours avoir ce sentiment qu'il n'était pas destiné à régner. D'ailleurs, il va prendre la couronne très jeune, à l'âge de 20 ans, puisque son règne va commencer en 1774. Donc quand même, déjà, on va faire un petit mot, il y a quand même 15 ans de règne entre l'avènement de Louis XVI et la Révolution de 89. Ça va être une période très mouvementée, alors même qu'on a affaire à un jeune roi. Un jeune roi qui est face à des problématiques personnelles. Alors on l'a souvent décrit comme étant quelqu'un qui aimait la chasse, c'est vrai, qui aimait la serrurerie, c'est vrai. Bon, tout ça quand même pour ne pas omettre que c'était quand même aussi quelqu'un qui avait l'absolutisme chevillé au corps. Il avait une conception de l'État. La Constitution, les États généraux, ça va pas être des choses qu'il va désirer, loin de là. Donc c'est pas non plus le bon gars, Louis XVI. Et souvent, on va le voir, il va avoir des réactions militaires à des tentatives qu'on va pouvoir qualifier de démocratiques. Donc bon, on va l'aborder, mais quand le tiers-État va s'ériger en Assemblée nationale, la réponse de Louis XVI va être militaire, avant tout. Donc, à relativiser sur le bonhomme, mais en même temps, c'est quelqu'un qui n'est pas spécialement préparé au pouvoir, et qui est très mal entouré. Il a deux frangins, les futurs Louis XVIII et Charles X, qui vont prendre le pouvoir après Napoléon. Et les deux, ils sont pas choucards, ils ont une vision vraiment, franchement réactionnaire. Bref, il y a une ambiance à la cour de Versailles
où l'idée d'évolution, ou même évoquer la Constitution, les gars sont pas chauds du tout. Et alors, ils sont tellement pas chauds que ça va être tout le problème de la résorption de l'état des finances. Les mecs vont pas du tout être des alliés de Louis XVI. D'ailleurs, à retenir aussi que l'histoire de la Révolution, aujourd'hui, j'ai envie de dire presque qu'on la redécouvre depuis quelques décennies, mais ne pas oublier qu'elle a été écrite par les vainqueurs. Et les vainqueurs, c'est pas les gens de gauche dans l'histoire. C'est les gars qui ont pris le pouvoir, à minima des royalistes de la Restauration, ou plutôt des monarchistes, que ce soit des bonapartistes ou des Bourbons, des Orléans, enfin ceux qui aimaient une couronne sur la tronche, ou à minima une bourgeoisie qui n'a pas tellement aidé les Jacobins. Bon, donc gardez ça en tête, ça sera précieux pour la suite, parce que c'est une histoire qu'on redécouvre. Le rôle de Robespierre, vous vous en doutez, il a eu autant d'appréciation que de moments politiques dans le pays. Bon bref, et Louis XVI du coup n'échappe pas à cette idée-là. Tous les personnages qu'on va évoquer vont être aussi bien détestés que adulés dans l'histoire, et c'est cyclique. Voilà, c'est par phase, il y a des modes comme ça. Bon bref, se rappeler du coup que le Louis XVI, dans une situation, voilà, il hérite d'une France qui est divisée, fragmentée, même d'un point de vue territorial d'ailleurs. La Lorraine est seulement annexée en 1766, on a racheté la Corse qu'en 1768. Donc, quand même, voilà, même le territoire français est pas ultra uni. Vraiment, l'aspect un et indivisible, c'est plutôt une affirmation de la République. À l'époque du Royaume de France, il n'y a pas d'unité. Il y a des privilèges épars de partout, il y a des parlements de partout qui font leurs propres lois. C'est pas une situation extrêmement stable. Et donc, on a un jeune roi de 20 ans qui prend le pouvoir et qui va être très vite confronté à des problématiques budgétaires, économiques, militaires. On abordera la question de son aide durant la guerre d'indépendance américaine, et qui a des outils de réflexion qui sont dépassés. Voilà, Louis XVI n'est pas un roi moderne. Il faut quand même l'avoir d'emblée en tête, et en plus qui va être confronté à des difficultés d'ordre personnel, puisqu'il va mettre très longtemps à donner un héritier à la France. Voilà, tout le monde connaît la petite histoire. Voilà, son mariage avec Marie-Antoinette, il va pas être bien fructueux avant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il se fasse opérer. Donc bref, tout ça fait que quand même le Louis XVI, au début il y a quand même beaucoup d'espoir parce que c'est un jeune roi, mais son logiciel de pensée et la manière dont est structurée la cour de Versailles fait que ça va pas être un roi extrêmement moderne dans son approche, et qui va devoir être confronté aussi dans sa vie à des formes de drame. Bon, déjà la question de son mariage, et puis même en 89, on le verra, il va perdre un enfant. Pas évident d'être Louis XVI à cette époque-là. Bon, abordons la suite. Donc comme je l'indiquais, c'est une société qui est très fracturée avant 1789. On a notamment, voilà, on parlait de la division des trois ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Bon, la noblesse, le deal de base, c'était que c'était des gens qui donnaient leur sang à la guerre. Bon, vous en doutez bien, en 1789, c'est carrément plus le cas. D'abord parce que la noblesse est énormément devenue une noblesse de robe, c'est-à-dire des rentiers qui achètent leur poste et qui deviennent des magistrats, des parlementaires, etc. Mais pas tellement des militaires. Et quand bien même, les guerres, bon, Louis XVI va pas tellement en faire, et parce que ça coûte un pognon de fou. On va évoquer sa participation évidemment à la guerre d'indépendance, mais la logique militaire, quand même, Louis XIV en a pas mal abusé. Le Palatinat en Allemagne s'en souvient. Il y a eu quelques beaux crimes de guerre qui ont été accomplis à cette période-là. Louis XV aussi, à faire la guerre. Mais c'est extrêmement ruineux. Et d'ailleurs, la participation à la guerre d'indépendance américaine ne va pas du tout faire exception. Donc du coup, l'aspect militaire, c'est franchement remis en cause. Et même, voilà un exemple, le titre de marquis, à la base, c'est censé être un noble qui a des prérogatives particulières pour gérer les marches du royaume, donc une zone frontalière. La notion de marquis en 1789, c'est juste un mec en perruque poudrée qui se fait appeler d'eux. Donc, voilà, très franchement relatif. L'Église, maintenant, là aussi, très divisée.
très divisé en son sein, puisqu'il y a les très grands princes de l'Église, cardinaux, archevêques, évêques, tout ça, ok, très bien. Et puis une ribambelle de curés et de petits clercs, voilà, séparés entre le clergé séculier, donc qui vit dans la société, qui fait les messes, etc., et le clergé régulier, donc les monastères, et tous, avec, voilà, bref, une grosse base qui est assez pauvre, même si le clergé en tant que tel en France est très riche. Hein. C'est l'une des premières propriétés, enfin c'est même la première propriété foncière de l'État. L'Église a énormément de biens, énormément de terrain, et après tout le reste, c'est le tiers-État. Et comme l'a très bien résumé CIS, un personnage qu'on retrouvera énormément tout au long de nos aventures, le tiers-État, c'est 95% de la population, c'est comme il le disait dans une brochure au début de l'année 89, c'est tout, et politiquement, c'est rien. Donc bref, on a cette situation qui montre vraiment que la France est un État divisé, archaïque et en faillite. Alors pour répondre à la faillite, Louis XVI va appeler plusieurs contrôleurs des finances qui vont succéder. Alors je suis en survol, hein, donc je ne vais pas faire une analyse de chacun. Les trois grands, c'est Turgot, Necker et Calonne. Voilà. Mais chacun va se heurter aux résistances de la noblesse. D'ailleurs, avant 89 les États généraux, en 87, Louis XVI va essayer de réunir l'Assemblée des notables pour essayer, sur un projet de Calonne, d'avoir un impôt sur les trois ordres, un impôt progressif. Bon, mais c'est raté. Il y aura à chaque fois opposition, opposition, opposition. Donc on se dirige vers les États généraux. Évidemment, voilà, dans l'état économique du pays, on évoquait Versailles, le train de vie de la cour, etc. Il y a évidemment la question de la guerre d'indépendance américaine qui a été ruineusissime pour la France, parce que elle se passait à l'autre bout de l'Atlantique. Alors, quand même, petit mérite pour le règne de Louis XVI d'avant 89, c'est que la marine française va être extraordinairement développée à cette époque-là et fera même jeu égal avec la marine britannique. D'ailleurs, la bataille de Yorktown, qui est décisive pour la victoire américaine, c'est une victoire avant tout navale. Hein, il y a des combats continentaux, on retrouvera Lafayette, etc. très bien, mais c'est aussi parce que on a des amiraux et une flotte française qui est capable de faire jeu égal avec l'armée, avec la flotte britannique. Ça va pas tellement arriver comme ça dans l'histoire que la flotte française puisse mettre les chocottes à l'armée britannique. Mais tout ça coûte extrêmement cher parce que armer une flotte de navires, c'est extraordinairement coûteux. Bon, bref, vous l'avez compris, ça va pas bien. D'ailleurs, ça va pas bien, et même en fait dans le pays, ça va pas bien. En moins de 25 ans, avant 89, on note qu'il y a près de 3000 rébellions dans le royaume. Et rien que début 89, il y en a près de 300. Ce sont des révoltes contre des seigneurs ou des révoltes de la faim. Hein, il y a aussi l'épisode, je ne vais pas m'y étendre dessus, mais qu'on appelle la guerre des farines. Bref, voilà, il ne faut pas oublier aussi qu'en 1782, il y a un volcan islandais qui s'appelle le Laki, qui recouvre l'Europe entière de cendres. Je ne vous dis pas les hivers et les récoltes qui s'en suivent. Donc c'est une période, une décennie, la décennie 1780, qui est extraordinairement difficile. Et ça pète un petit peu de partout. Par exemple, il y a l'affaire Réveillon, où c'est un entrepreneur, Réveillon, qui dit très bien, je vais baisser le prix du pain, mais du coup, je baisse les salaires. Et les ouvriers, ils se révoltent et ils saccagent son industrie. De même, on a la journée des Tuiles de 1788 à Grenoble, où le peuple va prendre fait et cause pour le Parlement de la noblesse, qui va apparaître comme étant le défendeur face au despotisme royal. Bon, ça gueule, ça râle, et on essaie d'utiliser la force populaire comme elle est. Hein. Soit ça va être contre la propriété privée, là ça va pas plaire du tout aux puissants, soit alors ça va être les puissants qui vont s'accaparer cette puissance populaire, parce que cette vindicte-là, c'est elle qui peut renverser la chose, et de part et d'autre, en fait, on va essayer de se servir de cet acteur-là. Bon. En été 1789, du coup, qu'est-ce qui se passe? Après l'échec de l'Assemblée des notables, le roi n'a pas le choix. S'il veut procéder à des réformes, il faut procéder à la réunion des États généraux. Alors, les États généraux, juste pour rappel,
ça fait plus de 150 piges qu'on ne les a pas vus. La dernière fois qu'on les a réunis, c'était en 1615, sous Louis XIII, pour aborder la question de l'affirmation du pouvoir royal. Donc c'est un très vieux truc qu'on mobilise. Et du coup, il y a toute une effervescence, d'où le fameux mouvement que vous connaissez très bien, les cahiers de doléances. Mais avant ça, il faut quand même se figurer que toute l'organisation des États généraux prend du temps, ne serait-ce que, désigner les représentants pour la noblesse et le clergé, ça va à peu près, ça va, là c'est simple. Mais le tiers-état, on fait comment? Qui est électeur? Qui est éligible? C'est un petit peu le bazar. Surtout que on va avoir des règles assez différentes de part et d'autre du pays. Donc on essaye malgré tout d'instaurer un règlement électoral des États généraux. Il y a quelques grandes règles, comme les électeurs, c'est uniquement ceux qui ont plus de 25 ans et qui sont inscrits sur le rôle des impôts. Donc c'est quand même des sujets installés. Mais voilà, c'est très imprécis le rôle des impôts, comme je l'ai dit. Il dit la question fiscale, elle est très diversement appréciée dans le pays. Mais il y a même, par exemple, des veuves qui sont chefs de famille qui vont pouvoir voter. Alors, selon les endroits, soit on va pouvoir désigner directement les représentants qui vont siéger aux États généraux au compte du tiers-État, soit alors des fois, quand la population est trop nombreuse, on va faire palier par palier. Les électeurs vont choisir leurs représentants, eux-mêmes vont choisir des représentants, qui eux-mêmes vont choisir des représentants. Bon, en définitive, déjà, victoire du tiers-État, Louis XVI va quand même accepter que le tiers-État soit doublé en nombre par rapport à la masse qu'il représente. Et il va se pointer comme suit en mai 89. En gros, il y a 300 membres qui relèvent, ce sont des gens de justice, des avocats, des magistrats, voilà, des gens pour qui le droit est une activité économique. On a une centaine de bourgeois, d'entrepreneurs, de personnes qui ont une activité économique industrielle. On a aussi des savants. Et puis aussi, il y a quelques personnalités un petit peu irrégulières. Par exemple, on a Mirabeau. Mirabeau, c'est un noble, mais qui a choisi de se faire élire au tiers-état. Pareil, on a Sieyès, que j'ai évoqué. Et à la base, Sieyès est un abbé. Il aurait dû relever de l'ordre du clergé, et non, il s'inscrit à la défense du tiers-état. Il y en aura d'autres, comme ça, par exemple, Talleyrand. C'était évidemment au début un ecclésiastique. C'était un évêque. Donc, ouverture des États généraux en mai 1789. Et là, tout de suite, les députés du tiers-État qui se pointaient avec les cahiers de doléances, etc., ils vont déchanter direct, parce que le Louis XVI, il va leur faire un discours ultra conservateur, et le Necker, qui est le ministre en charge des Finances, le contrôleur général des Finances, qui est très apprécié par la doxa de la bourgeoisie, etc. C'est un ministre qui est très populaire. Lui va faire un discours fleuve pendant 3 heures uniquement sur l'état des finances. Donc ça déchante total, parce que les gars qui se pointaient aux États généraux, ils avaient un espoir, mais considérable. Souvent dans l'histoire, c'est quand même, ok, on discute impôts, mais en échange, on va discuter droit. D'ailleurs, c'est comme ça que démarre la guerre d'indépendance américaine. C'est une question fiscale qui n'est pas appréciée, alors que les représentants des colonies américaines ne sont absolument pas représentés à Londres. Donc un petit souci là-dessus. Donc d'emblée, ça déchante. Il n'y a pas d'enjeu politique, on ne cause que de la dette. On se rend compte que les 3 ordres ne sont pas traités à part égale. La noblesse est mieux traitée que le tiers-état. Et en plus, ça va prendre énormément de temps, on va dire en mai 89, pour valider chacune des élections. On va contrôler, est-ce que vous êtes bien représentant, ça prend du temps, ça prend du temps. Mais pour autant, les gens sont réunis. Les gens discutent, les gens causent. Et c'est là où on va voir apparaître des cellules qui vont jouer un rôle majeur. Ce sont les fameux clubs. Club breton, qui va devenir le club des Jacobins, club des Patriotes. Beaucoup, du coup, de rassemblements où les gens discutent, débattent, qui sont directement les héritiers de ces salons dans lesquels on discourait autour de tel ouvrage des Lumières, autour de tel article de l'encyclopédie. Et donc, du coup, ça traîne. Et en plus, il y a un gros débat qui va pas tellement être élucidé. C'est est-ce qu'on va voter par ordre
ou bien par tête. Si on vote par tête, le tiers-état a une chance, notamment parce que, alors, certes, il est 2 fois plus nombreux qu'initialement prévu, mais il n'a pas pour autant la majorité. Mais il y a des nobles qui peuvent partager des idées modernes défendues par le tiers-état. Bon, quand on parle du tiers-état, voilà, je vous ai donné la composition. C'est pas du clodo, le tiers-état. C'est des gars qui sont juste roturiers, pour certains. Hein, on a vu qu'il y avait des nobles qui siégeaient parmi eux. Mais c'est des gens de bien qui ont du bien. Hein, donc, il y a quand même un dialogue qui peut se construire de part et d'autre des ordres, et notamment avec les petits représentants du clergé. Tout ce qui est curé, abbé, etc., eux, ils partagent souvent les souffrances du petit peuple, et donc il y a vraiment une majorité qui est dégageable. Par contre, si on vote par ordre, mais c'est mort. Ce ne sera pas possible d'aboutir à la moindre réforme, et on sait que la noblesse et le clergé ont fait obstruction, notamment au cours de l'Assemblée des notables, mais même durant tout le siècle, enfin tout le XVIIIe siècle, ils ont mis des bâtons dans les roues aux différents rois, et ça n'a pas loupé avec Louis XVI. Donc, on est un petit peu embêté, et en gros, le tiers-état joue l'obstruction. En gros, pour obtenir le vote par tête, eh ben, il faut ralentir les procédures. Ils font tout ce qu'ils peuvent, en gros, pour bloquer. Un petit peu comme aujourd'hui, on utiliserait des astuces à l'Assemblée nationale pour faire ralentir l'examen d'un texte. Malheureusement, ça se voit encore. Bon, mais c'est le jeu parlementaire. Jusqu'à arriver à la journée fatidique du 20 juin 1789, où les portes de l'endroit, j'ai oublié le nom, où se rassemblaient les États généraux, pas très important, à Versailles, porte close. Voilà, le roi en a marre. Et en gros, maintenant, les ordres vont travailler chacun de manière séparée, parce qu'il faut bien avancer. Et en gros, vous me saoulez, les gens du tiers-état, vous vous dispersez. Voilà, il faut que ça avance. Sauf que ça va pas plaire. Ça va pas plaire du tout, et le tiers-état va partir à la salle du jeu de pommes, et c'est là où on aboutit à ce fameux épisode de la Révolution, le serment du jeu de pommes, où les députés du tiers-état vont s'ériger en assemblée nationale et vont prêter serment de ne plus se séparer, pas se séparer physiquement, hein, mais en gros de demeurer fidèles à l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'ils aient créé une constitution pour la France. Louis XVI ne va pas du tout l'accepter. Ça va pas du tout lui plaire, et il va d'ores et déjà rappeler des régiments, comme voilà, je l'avais dit en propos introductif, il va ramener des régiments des provinces pour venir l'aider à calmer un petit peu tout ce beau monde. N'en demeure pas moins que ça se répand à Paris, et pour autant, voilà, c'est la machine est déjà en route, on rédige les premiers articles de la Déclaration des droits de l'homme. Bref, le travail intellectuel dès le 20 juin et le serment du jeu de pommes, ça avance. Ça avance. En parallèle, il y a un autre tic-tac qui va s'enclencher, c'est la prise de la Bastille. Alors qu'est-ce qui se passe à Paris ? Comme je vous l'ai dit, Louis XVI rappelle les soldats de province pour monter vers l'Île-de-France. Ça s'appelle pas comme ça à l'époque, mais vers Paris, vers Versailles, pour essayer de ramener l'ordre. Bon. Le problème, c'est que tout le monde est un petit peu en ébullition. Et d'ailleurs, je vous avais parlé au début de l'année 89, il y a beaucoup de révoltes, de rébellions. C'est parce qu'il y a ce phénomène qu'on appelle celui de la grande peur. Les gens ont peur. Les gens ont peur d'une réaction des nobles, de quelque chose. En gros, c'est comme si le fait de penser, d'avoir des idées nouvelles, tôt ou tard, ça va se payer. Et là, quand on voit l'armée qui remonte vers Paris, c'est un petit peu la panique totale, et celui qui va servir de lanceur d'alerte, qu'on retrouvera plus tard, c'est Camille Desmoulins. Et Camille Desmoulins, il se pointe dans les grandes places de Paris, et il avertit d'une Saint-Barthélemy contre les patriotes. C'est-à-dire les patriotes, ceux qui sont fervents de la Constitution, en inspiration de celle qui s'est produite aux États-Unis, l'émergence d'une république, etc. Bref, qu'il va y avoir une action préventive du roi, et que ça va partir en massacre total. Et surtout que, non seulement on a l'Assemblée nationale constituante qui s'est formée, mais en plus, le roi ne s'est pas seulement contenté de ramener
l'armée, enfin de faire un appel aux armes, c'est il a également renvoyé son ministre Necker. Et Necker, comme je vous l'avais dit, c'est un ministre qui était extrêmement populaire. Du coup, on a ces Camille Desmoulins, on a ces agitateurs, c'est là où on va retrouver un petit peu Georges Danton aussi qui va apparaître. Et la grande formule, c'est de dire les armes sont aux Invalides et la poudre est à la Bastille. Bon, les Invalides, assez simple, mais maintenant, il faut aller à la Bastille. Alors, la Bastille, vous le savez tous, c'est le symbole de l'absolutisme, c'est une bâtisse militaire imposante en plein milieu de Paris, et qui va être prise assez difficilement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'historiens qui parlent plutôt de la reddition de la Bastille. Pourquoi ? Parce que la Bastille était armée. Alors, à l'intérieur, il n'y avait pas beaucoup de prisonniers, il n'y en avait que 7, dont un complètement cinglé. Mais en gros, le gouverneur Delaunay était en mesure de faire face. Parce qu'en fait, simplement, c'est face à la masse parisienne. D'ailleurs, petit mot aussi là-dessus, qui compose cette masse parisienne ? Il y a eu beaucoup de descriptions, etc., un petit peu fantasmagoriques. Ce ne sont pas des masses immenses de clodos. C'est pas ça du tout. Ce qu'on a appelé les sans-culottes, ce sont quand même des tout petits notables, des petits bourgeois, des boutiquiers, des artisans, des cordonniers. D'ailleurs, d'où le club des cordonniers qu'on retrouvera plus tard. C'est vraiment, on a toute une c'est pas des miséreux, c'est pas la cour des miracles. Hein. On a vraiment des gens qui ont un petit pécule et qui cherchent à le défendre. Et donc, qui est quand même aussi capable de réfléchir. Et tout ça est tout à fait authentifié quand on lit le registre des décès, etc. On connaît les noms, on sait les activités, les métiers, etc. Bon, bref, c'est pas une horde de bouseux qui se rassemblent face à la Bastille. Bon, de toute façon, face à la Bastille, comme on l'a dit, en fait, c'est très bien, ils ont des armes, mais ils n'ont pas de poudre. Donc, pas terrible pour essayer de prendre une forteresse qui a des fossés et qui a de l'artillerie. D'ailleurs, la grande question du gouverneur Delaunay, c'est pas tellement de savoir si ses assaillants vont pouvoir prendre la forteresse, c'est plutôt de savoir si sa troupe, à lui, va lui rester fidèle. D'autant que, à supposer qu'elle lui reste fidèle, la Bastille, on va pas l'alimenter en hélicoptère ou en ballon. Oui, effectivement, les montgolfières, les premiers ballons existent à cette époque-là. En fait, ça va pas faire du ravitaillement. Donc, si ça part en assaut ou en siège, en fait, la Bastille, tôt ou tard, elle sera pas alimentée. Et donc, ça va se régler par la fin, cette histoire. Bon, bref, Delaunay et le prévôt des marchands, qui est l'équivalent du maire de Paris, vont accepter de se rendre et la colère populaire va faire le reste puisque les deux vont se retrouver la tête sur une pique. Face à une telle pression, Louis XVI cède. Il retire ses troupes et il rappelle Necker. C'est aussi à ce moment-là qu'on assiste à une première vague d'émigrés, parce que le comte d'Artois, le petit frère de Louis XVI, fout le camp du pays parce qu'il comprend bien que ça ne va pas du tout. Il a eu du flair, vu ce qui va se passer par la suite. Et donc, d'emblée, il y a ce qu'on appelle une première vague de ce qu'on appelle les émigrés, qu'on retrouvera plus tard. Et puis surtout, il y a quand même un nouvel acteur qui apparaît dans le champ politique, c'est le peuple. Voilà, c'est une nouvelle fois la prise de la Bastille. Elle montre également à cette bourgeoisie qui s'était autoproclamée Assemblée nationale constituante, on va appeler maintenant la constituante, qu'il va falloir composer avec cette force populaire. Et tout l'enjeu plus tard sera de savoir quand est-ce que cette colère elle est légitime et quand est-ce qu'elle est illégale. Voilà, donc un petit peu les acteurs sont en place. Tout le but, durant l'été jusqu'au début de l'automne, ça va être pour les députés du tiers-État, qui n'est plus le tiers-État, les constituants, de s'approprier la colère populaire, mais sans non plus renoncer à leurs propres ambitions. Je m'explique. Il va y avoir plusieurs textes
qui vont être proclamés. La Déclaration des droits de l'homme, l'abolition des privilèges. Tout ça, ce sont des textes de compromis. L'abolition des privilèges, le 4 août, très sympa, mais c'est pas l'abolition des droits fiscaux. Donc ça n'engage pas non plus à grand-chose. La Déclaration des droits de l'homme, c'est un texte fondamental. Pour moi, c'est un éclair dans le progrès humain. Et notamment, il y a beaucoup d'articles qui sont liés à la justice et contre l'arbitraire, le despotisme, etc. Mais quand on y regarde bien, c'est toujours des articles qui sont limités dans leur étendue par l'effet de la loi. Donc au final, l'application concrète de ces principes est quand même reléguée à plus tard. Le but, c'est de calmer la foule. De calmer une foule qui a faim, qui est en colère. On trouve des textes, on trouve des bons moments. Liberté de conscience, liberté de culte, liberté d'opinion, tout ça, puis ça coûte rien. Ça coûte rien de faire ça. C'est majeur dans l'histoire oratoire des idées. Mais, bon, ce sont des textes de compromis. Et alors qu'on avait abordé cette phase-là, il va y avoir un petit moment assez indélicat. Le 31 septembre, il va y avoir un grand banquet à Versailles où énormément de nobles vont prêter serment au roi, à la reine, et ça va passer comme une terrible provocation pour les Parisiens qui ont la dalle, une nouvelle fois. Et c'est ce qui va donner lieu à la marche du 5 octobre, c'est une marche des femmes et de la garde nationale, les deux. Garde nationale dirigée par le marquis de Lafayette. Donc la garde nationale, c'est des bourgeois en uniforme. Donc c'est pas l'armée fidèle au roi. Et bien tout ce beau monde va à Versailles et ramène toute la famille royale à Paris. Donc il n'y a plus de cour de Versailles. La cour, elle est amenée à Paris. Et le problème, c'est que du coup, à Paris, aux Tuileries, le roi maintenant sera finalement tout le temps sous l'emprise de la colère populaire. Donc ça, c'est quand même un moment, comme journée révolutionnaire, elle est classée par Antoine Boulan, je vous l'évoquais tout à l'heure, comme vraiment un moment majeur. Vraiment, il y a la prise de la Bastille, mais à côté de conséquences qui vont succéder à la journée du 5 octobre, la Bastille, c'est petit à côté. C'est vraiment petit. Le fait que le roi soit maintenant à Paris, ça va complètement changer la donne. Bien. Maintenant, on rentre dans une phase de 89 à 91 qu'on pourrait... c'est la phase de la constituante. C'est-à-dire, le but, c'est de chercher à stabiliser l'État, d'essayer de réorganiser les pouvoirs en politique et surtout d'aboutir du coup à une constitution. Qu'est-ce qu'on fait du roi? Qu'est-ce qu'on fait de la représentation nationale? Qu'est-ce qu'on fait en province, etc. Alors, on va dire qu'il y a globalement deux grands partis. Il y a, à cette époque-là, il y a les monarchiens, voilà, c'est comme ça qu'on les surnomme, qui sont d'accord évidemment pour la royauté, mais surtout qui sont OK pour une constitution. Voilà, c'est une monarchie constitutionnelle. Et on a aussi les patriotes, menés par Mirabeau, Lafayette, un triumvirat qui sera très important, on y reviendra. Barnave, Laporte, Lameth sont des grands noms de cette époque-là, où on voit déjà apparaître aussi Robespierre. Le but, c'est justement quand même de donner avant tout la prééminence à l'Assemblée nationale. Bien. Malgré tout, le camp patriote est très divisé. Des mecs comme Danton, qui sont des avocats, ne s'entendent absolument pas avec des mecs comme Lafayette. Danton a déjà une réputation sulfureuse, voire même de corrompu, Mirabeau aussi, au demeurant, et Lafayette est soupçonné de césarisme, c'est-à-dire que tôt ou tard, on le soupçonne de vouloir prendre le pouvoir en France par la force. Voilà, il est à la tête de la garde nationale. Il faut vraiment se dire, Lafayette à cette époque-là pèse dans le game, hein. C'est le héros de la guerre d'indépendance américaine. Le mec, c'est pas rien. Donc, les patriotes sont divisés, et en plus, il y a déjà en province des mouvements de la contre-révolution. D'ores et déjà, ça commence un petit peu à s'agiter en province. Bon an, mal an, il y a pas mal d'œuvres qui sont établies.
Je parlais de la Déclaration sur les droits de l'homme, ok, très bien. Mais on va aussi aboutir à la rédaction d'un code pénal en 1791. Donc tout ça, en fait, il y a des travaux qui ont lieu. Et c'est quand même une période, 89-91, où ouais, il y a quand même pas mal de taf intellectuel, pas mal, comment dirais-je, il y a vraiment la naissance d'un nouvel État. Et aussi une nouvelle façon de penser. On essaie d'incarner ce qu'est la nation. Et justement, la nation, on va la fêter à l'occasion de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, donc pour commémorer aussi la prise de la Bastille. Et c'est à ce moment-là que Lafayette va faire serment de défendre la nation, mais il n'y a pas que lui qui prête serment. Il y a aussi Louis XVI. Et Louis XVI en qualité de quoi? En qualité de roi des Français. Plus comme roi de France. Donc ça, c'est quand même un virage assez énorme. Assez énorme dans l'histoire. C'est la première fois qu'on a un roi des Français. Donc vraiment, on est dans cet idéal national et plus seulement des sujets de la couronne. Bon. Malgré tout, comme je vous disais, il y a tout un pan, une grande distance entre les ambitions politiques et leur concrétisation. Ça va notamment, du coup, se retrouver dans la définition, c'était une problématique qu'on avait déjà à l'occasion des États généraux, qui peut composer ce pouvoir politique? Qui sera un citoyen actif et non pas un citoyen passif? Alors, un citoyen actif, ça sera des hommes de plus de 25 ans, donc ça c'était déjà une règle qui avait été vue auparavant, qui doit habiter au même endroit pendant plus d'1 an, donc tous les nomades économiques, plutôt trop, donc déjà ça limite pas mal, et en plus qui doit être en mesure de payer 3 journées de salaire. Sauf que 3 journées de salaire, ça dépend là aussi d'où on bosse, donc il y a des fois où c'est plus simple de voter, ça dépend des coins, parfois c'est plus facile d'être électeur qu'ailleurs. Au total, ça fait environ 4 millions de personnes. La France, à cette époque-là, c'est près de 28 millions. 28 millions, 30 millions. Mais quoi qu'il en soit, les citoyens dits passifs, qui n'ont pas du coup à voter, ont quand même un rôle politique, parce que même s'ils votent pas, les votes, eux, sont publics. Il n'y a pas encore l'isoloir, le scrutin secret, tout ça. Et donc, il y a toute une petite pression. Quand les citoyens actifs se rassemblent pour voter, à l'extérieur, il y a copain avec sa fourche qui t'attend. Donc, on ne peut pas non plus dire que les citoyens passifs sont exclus du jeu politique. Ils ont une influence. Et ça va se voir de plus en plus dans des clubs, notamment la section des cordeliers. J'ai un doute, tout à l'heure je crois que j'ai dit cordonnier. Donc, bref, le club des cordeliers, voilà, qui va devenir de plus en plus populaire avec des figures montantes comme Robespierre, Danton, Marat, qu'on va retrouver. Bon. À côté de ça, à côté de cette émergence du corps électoral, il y a toute la question de quel pouvoir on va donner au roi. Et c'est pas facile parce que le roi, qu'est-ce qu'on en fait? Maintenant, il est roi des Français, donc on se dit, quand même, il est aussi une forme d'expression de la nation, mais pas autant que ceux qui ont été élus. Donc c'est un petit peu bizarre, et en même temps, on ne peut pas se débarrasser du roi parce que c'est un gage de stabilité. Parce que, évidemment, dans cette histoire-là, les urbains sont beaucoup plus en avance que ne sont les gens des campagnes, qui sont encore très attachés du coup, à la stabilité et donc à la figure du roi. Bref, bon, on donne quand même pas mal de pouvoir au roi. C'est lui qui peut déclarer la guerre, faire des traités de paix, c'est lui qui nomme des ministres, sa personne est inviolable, et surtout, on lui confie la possibilité d'avoir un veto, mais un veto qui n'est que suspensif sur les lois qui seraient votées par la constituante, et c'est un veto qui n'est que suspensif dans le sens où il ne peut que s'opposer qu'à 2 législatures, donc en gros qu'à 2 votes. Ce qui fait que c'est un genre de compromis un peu chelou, où c'est son principal pouvoir, en vrai parce que le reste est quand même endigué totalement en fonction de la situation politique, mais un veto suspensif, ça ne crée rien. C'est juste, ça freine, ça ralentit. Et du coup, ça va être très vite mal perçu. C'est un peu bizarre. Il y a ce côté, on doit obéissance au roi, mais en fait, c'est quelqu'un qui ralentit les choses, c'est un peu un trouble fait dans la marche des idées, dans l'effervescence de la révolution. Donc tout ça donne lieu à un équilibre assez précaire. Pas terrible.
Néanmoins, cette constituante va donner pas mal d'œuvres. Je vous parlais euh, du code pénal de 1791. Donc oui, le premier effort de codification n'est pas un effort napoléonien, ça date de la Révolution, donc 1791. La peine de mort est maintenue, mais elle va être sérieusement circonscrite. Oui, malgré le fait qu'on va pas mal se servir de la guillotine, justement guillotine qu'on invente à cette période-là, avec l'égalité face à la peine de mort. C'était folklorique à l'Ancien Régime. On vous ébouillante, on vous pend, vous passez sur la roue, on vous écartèle, enfin la totale. Là, non, c'est tout le monde à guillotine. Tout le monde, sauf les militaires. Ça, c'est fusillé. Ça change pas. Voilà. Donc voilà, donc quand même, il y a des efforts en droit pénal qui sont faits. Dans les anciennes provinces, on réorganise tout ça sous des départements, on crée des chefs-lieux. Le droit de la famille est aussi pas mal modifié. Il n'y a plus de droit d'aînesse. On installe la question du divorce, quand même. Et puis d'autres débats comme la question de l'abolition de l'esclavage. Donc c'est une période qui est très riche, assez méconnue, et pour autant qui est majeure dans ce qu'elle va établir. De toute façon, voilà, elle va préparer la suite, mais elle aura donné beaucoup de choses à la France, et y compris en matière économique. Deux choses majeures, le décret d'Alliard qui supprime les corporations, des espèces de proto-guildes qui limitaient l'accès aux emplois et aux corps de métier, et la loi Le Chapelier qui interdit toute grève, tout syndicalisme. Donc c'est pour aussi vous donner quand même que la constituante, c'est pas des ultra-gauchistes qui sont dedans. Il y a une personne dans le tas qui veut remettre en cause la propriété privée. C'est pas ça du tout l'idée. Donc on est quand même dans cette perspective-là. Et aussi, on fait quand même la nationalisation des biens de l'Église. Je vous avais dit que le clergé était le premier propriétaire foncier du pays. Ben, tout ça, aspiré pour essayer de solder la dette. C'est sur ces biens nationaux qu'on va inventer, qu'on va gager une nouvelle monnaie qui s'appelait les assignats. On les retrouvera plus tard avec un formidable phénomène d'inflation. Bon, tout ça... on nationalise aussi les biens de toute la noblesse qui s'est barrée. Bon, bref, on accumule des choses, on essaye de faire quelque chose avec l'État et on essaie de libéraliser l'économie. Ça, à part quelques tentatives qu'on retrouvera plus tard, bien plus tard, avec Robespierre, etc., le libéralisme est à peu près unanimement adopté. Ça va être très rare de revenir en cause dessus, soit par des mesures d'exception, continuer à des situations mais vraiment cataclysmiques, soit il va vraiment falloir attendre pour que ça commence à gueuler et qu'on commence à causer de collectivisation. Voilà, notez le nom de Gracchus Babeuf, on le retrouvera demain, bien plus tard, après la Terreur. Aussi sur le plan de la société, là, on parlait de l'Église, il y a aussi la constitution civile du clergé. C'est une époque où on est quand même pas mal, soit athée, soit laïque. Bon bref, on est dans la critique de la religion. Pour autant, les prêtres sont nécessaires, et sauf que le problème des prêtres, c'est qu'ils sont nommés par les États pontificaux, par le pape, ce qui est une nation étrangère, qui est aussi une sorte de monarque. Le gars, il a littéralement 3 couronnes sur la tronche. Alors pensez bien, il y a quelques personnes en perruque à Paris qui ont en horreur les ecclésiastiques. Bon, constitution civile du clergé, avec la suppression d'ailleurs du clergé régulier, tout ce qui est monastère, etc. Puis ciao, et on force les prêtres à prêter serment, et on fera une distinction entre les assermentés et les réfractaires. Un petit peu sérieux parce que les réfractaires vont ensuite être poursuivis comme étant des agents contre-révolutionnaires. Bon bref, tout ça est précaire, mais malgré tout, vous voyez, on avance, on fait des trucs. C'est une œuvre, c'est une période qui est assez, comment dirais-je, propice, prolixe à la création politique. Sauf que il va y avoir un petit incident qui va venir mettre le bazar dans tout ça. C'est la fuite du roi à Varennes en juin 1791. Louis XVI, je vous avais dit, il avait l'absolutisme chevillé au corps. C'est quelqu'un qui est contre la Constitution et qui n'apprécie pas du tout, mais alors pas du tout, d'être coincé à Paris. Donc, en 91, il se barre. Et d'ailleurs, il va laisser une lettre aux Tuileries
dans laquelle il fait part de sa vision qui condamne fermement la révolution, tout comme les projets de constitution. Voilà, tout ça, il en est contre. Sauf qu'il va se faire arrêter le 25 juin 2016, à Varennes, justement. Et là, les constituants, ils sont bien dans la mouise. Notamment Barnave, je vous avais parlé du triumvirat Barnave, Barnave, Duport, Lameth. Duport, c'est un avocat qui pense... En gros, on disait que Duport pensait, Lameth appliquait, et Barnave, c'était celui qui expliquait, qui exposait, parce qu'il était d'une éloquence incroyable. Et c'est notamment Barnave, ils seront deux, Barnave et Pétion, mais voilà, on va retenir surtout le nom de Barnave, qui va être en charge de ramener le roi à Paris. Et tout ce beau monde-là, y compris Lafayette, etc., ça leur pose, mais alors là, mais vraiment, ça leur fait déféquer des cactus, cette histoire-là. Parce que le roi a trahi, mais si on va au bout, en fait, et là-dessus, on se demande si Louis XVI l'avait en tête, ça les embête sacrément, l'idée de se séparer du roi. Parce que le roi, une nouvelle fois, c'est un gage de stabilité. D'ailleurs, constamment, il n'y a pas une période de la Révolution où l'enjeu ne va pas être de freiner la Révolution, ne pas aller trop loin. Constamment, ceux qui sont au pouvoir auront à cœur de retenir la patate chaude pour pas que ça déborde davantage. Et le roi était une caution de ça. Caution d'ailleurs vis-à-vis des nations étrangères, déjà, vis-à-vis de la contre-révolution. Voilà, si on bute le roi, alors là, ça va péter à volo, et d'ailleurs quand ça va arriver, spoiler, c'est ce qui va se passer. Et puis en fait, tant qu'il y a le roi, il y a une présence quand même de l'ancien régime, on est limité quelque part dans les idées. Et la constituante, dans l'écrasante majorité, ne veut pas la destitution du roi. Mais là, il a trahi, il s'est barré le coco-boy. Donc là, on est très embêté. Surtout que Louis XVI, on ne peut pas s'en séparer comme ça. Parce qu'au pire, il aurait pu avoir un compromis. Bon, ok, Louis XVI, tu dégages, et on te remplace. On te remplace par qui? Le fils Louis XVI, Louis Charles, le petit Louis XVII, mais il est beaucoup trop jeune. Est-ce qu'on met un régent? Ouais, pas terrible. On sait qu'est-ce que... Enfin, mauvaise ambiance. Les Orléans sont assez divisés. Le fils de Philippe Égalité d'Orléans, donc Philippe Égalité, lui, c'est quelqu'un qui siège à la Constituante et qui va même voter la mort du roi. Son fils, le Louis-Philippe, qu'on retrouvera plus tard, Louis-Philippe roi des Français, on retrouvera bien plus tard en 1830, c'est quelqu'un qui s'est barré. Donc pas ultra fiable non plus de ce côté-là. Et il y en a qui commencent un petit peu doucement à murmurer le mot de République, comme Camille Desmoulins. Bon, bref, ça ne plaît pas du tout. Ni le triumvirat Barnave, Lameth, Duport, ni Lafayette ne veulent se débarrasser du roi. Du coup, on va mitonner comme il faut et on va dire que le roi a été enlevé. Le mytho, il passe viteuf. Il passe tellement viteuf que le 17 juillet 1791, il y a une pétition qui circule et un rassemblement sur le Champ de Mars, notamment à l'initiative de la section des... ne me trompe pas, des cordeliers, pas des cordonniers, pour réclamer l'abolition de la monarchie. Voilà, que Louis XVI, ça soit fini. Louis XVI, roi des Français, c'est ciao. Avec l'autorisation de Bailly, maire de Paris, Lafayette, il va se pointer et feu nourri sur la foule. Alors, au début, il voulait pas. Il fait des coups de semonce, etc. La foule, elle coopère pas. Et il va y avoir 50 à 100 morts. Voilà, selon les estimations. Ce qui va quand même, dans un premier temps, donner une victoire aux monarchiens, aux Lafayette et compagnie. C'est-à-dire que ceux qui voulaient l'abolition de la monarchie, ciao, on fait admettre le récit de l'enlèvement. Et voilà, en gros, ça rentre à peu près dans l'ordre. Et le 3 septembre 1791, ça y est, on a enfin cette constitution. C'est la première constitution. Et du coup, il va falloir rassembler de nouveaux pouvoirs
Mais bon, il y avait déjà une pratique qui était en place. Hein, ça ne fait la Constitution fait que comment dire, valider ce qui était déjà instauré, comme le veto suspensif, etc., etc. Robespierre est quand même malin, là, qui siégeait quand même depuis les États généraux, et donc qui est dans la Constitution. Il est futé. Et il dit, très bien, ceux maintenant qui vont devoir siéger à l'Assemblée législative, donc New Challenger, nouvel animal politique qui se pointe, après la constituante, il va y avoir la législative qui va succéder en application de cette constitution de 1791. Robespierre a dit, mais tous ceux qui ont été députés à la constituante, moi je propose qu'ils ne le soient pas à la législative. Donc ça l'implique lui aussi. Mais ça implique aussi Barnave, Duport, Lameth, bref, le triumvirat, il se casse la gueule. Donc bref, il va y avoir une redistribution des fonctions. Robespierre, il s'en fout un peu, parce qu'il a une telle influence au club des Jacobins, que c'est pas grave. La vie politique, elle n'est pas qu'à l'Assemblée. Et c'est là où il va y avoir quand même des nouvelles personnes qui vont émerger, comme Danton, Marat, qui vont être élus à la législative. Donc, tout ce beau monde-là est quand même très copain. Hein. Marat, Danton, Robespierre, c'est des poteaux. Hein. Ce sont des Jacobins, même s'ils vont se foutre sur la gueule méchamment dans quelques temps. Ils sont solides, ils sont ensemble, et au final, ils se passent le flambeau, quoi. Et là, il y a une nouvelle distribution des rôles. Après les monarchiens et les patriotes, nouvelle division. On a à la droite ce qu'on appelle les feuillants, donc ils sont favorables à une forme de conservatisme, la droite, etc. Et les brissotins. Les brissotins, c'est ceux qui vont devenir, ils sont mieux connus sous le nom de girondins. Pourquoi brissotins? Parce qu'ils suivent leur chef de file, c'est Brissot. Et pourquoi girondins? Parce que la plupart sont élus du sud-ouest de la France et qu'ils vont avoir tous à peu près en commun une forme de tolérance vis-à-vis du roi. Enfin, ils sont attachés à la personne du roi. Mais pas comme les feuillants. Hein. Nous, en gros, on ne veut pas la mort du roi. On veut encore de la stabilité, etc. Mais le pouvoir, c'est sûr et certain, il appartient à l'Assemblée constituante, législative, pardon. Et ils ont quelques liens, pas que, avec les milieux d'affaires. Mais de toute façon, gardez bien en tête que ces noms de partis, monarchiens, feuillants, brissotins, ce sont des appellations assez grossières qui ne représentent pas toutes les tendances. Même quand on dit jacobin, Danton et Robespierre, c'est quand même pas du tout les mêmes profils. Et des fois, ils sont proches, des fois, à des moments donnés, sur des enjeux de leur temps, ils sont copains, et plus tard, quand les enjeux vont évoluer, ils vont plus du tout être copains. Voilà, qu'est-ce qu'on peut indiquer d'autre? C'est que, durant cette période de la législative, il va y avoir quand même un événement qui va commencer à caractériser, ça y est, on est parti, on n'aura pas la fin avant 1815, c'est que la France va déclarer des guerres. Va déclarer des guerres. Alors pourquoi est-ce que l'on veut déclarer des guerres? Il y a plusieurs raisons qui vont converger pour justement cette déclaration de guerre. Pour les brissotins, qui ont quand même pas mal le pouvoir, le but est d'apaiser la situation intérieure en amenant les sans-culottes, toutes les forces énergiques, tumultueuses, armées, vers les frontières. C'est de bonne façon, et en plus ça permet de se faire du pognon, parce que la guerre, ça peut rapporter des sous. Néanmoins, quand même, il y a de sacrées grosses oppositions. Robespierre, Danton, Marat. C'est quand même comme la très très belle formule de Robespierre, c'est que personne n'aime les missionnaires en armes. Voilà, donc exporter les idées de la révolution, tout ça, pas très futé. Et surtout, ces gens-là sont intelligents. Ils sont tous imprégnés d'une immense culture antique, notamment de la Rome antique. Thierry Lenz, un historien notamment du Premier Empire, dit qu'en fait, ils se considéraient littéralement comme des antiques. Là, ils renouaient avec la Rome ancienne, etc. Et ils savent très bien que quand le pouvoir collégial s'effondre, notamment par des guerres, ceux qui montent au pouvoir, ce sont les militaires. Et de la même manière que César a failli devenir empereur, on redoute qu'un Lafayette, général
de la garde nationale ne puisse imposer ses vues et prendre le pouvoir, et bref, qu'on ait un exécutif qui prenne le pas sur le législatif. En définitive, ce qui va mettre à peu près tout le monde d'accord pour la guerre, parce qu'il y a quand même, comme je vous disais, de l'opposition, notamment du côté des feuillants, qui sont pas très très chauds pour que ça parte en sbeul européen, c'est que Léopold II, qui est empereur du Saint-Empire romain germanique, un Autrichien, était assez cool vis-à-vis de la Révolution. Bon, les puissances européennes, qui vont pouvoir ensuite agir contre la France, la Prusse, l'Autriche, voilà, tout ça notamment, l'Espagne, mais pour d'autres raisons, bref, les Allemands, et même la Russie, va se mettre sur la gueule contre la République française, plus tard. En fait, ils sont accaparés par un sujet, c'est en Pologne. Donc pour l'instant, leurs yeux sont rivés là-dessus. Et le Léopold II, c'était un empereur qui était assez cool. Et qui, très franchement... bon voilà, pour lui, ce qui se passait à Paris, bon, ok. C'était... ok, tiers, ça passe. Par contre, il crève, et son fils, François II, qui sera un sérieux challenger à Napoléon, lui par contre il est beaucoup plus belliciste et pas du tout cool vis-à-vis de la France révolutionnaire, et surtout il a des vues pour reprendre l'Alsace, qui est une terre pour lui allemande. Et alors là, bon allez, c'est bon, il nous fallait un bon prétexte pour déclarer la guerre. Le 20 avril 1792, on provoque la guerre. Voilà, c'est la France déclare la guerre à l'Autriche, à la Prusse, à tout ce beau monde des pays allemands. Louis XVI a intérêt d'ailleurs à la guerre, parce qu'il se dit que justement, de la même manière que d'un point de vue césariste, le pouvoir politique actuel, la législative, la Constitution de 1791, tout ça va se casser la pipe. Et donc, quand tout ça se sera effondré, de la même manière que Louis XVIII va être ramené sur le trône de France par des puissances étrangères, et le Louis XVI, il se dit que les armées de son épouse, l'Autrichienne Marie-Antoinette, vont lui permettre de revenir sur le trône. Donc il a aussi intérêt. Mais il a intérêt à déclarer la guerre, mais il a intérêt à la perdre. Et donc, comme je disais, 20 avril 1792, presque 3 ans déjà après les États généraux, Louis XVI, avec l'approbation de l'Assemblée législative, déclare la guerre. La France ne manque pas d'atouts aussi pour remporter la guerre. Comme je disais, c'est une population qui est très nombreuse, environ 30 millions de personnes, ce qui en fait vraiment une puissance démographique assez énorme. L'Autriche est assez occupée. Je parlais il y a encore des petits remous en Pologne, mais aussi dans les Pays-Bas autrichiens. Puis l'Allemagne, ça a toujours été une zone, jusqu'à Bismarck à la fin du 19e siècle, qui est très 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 fragmentée. Tandis que là, on n'a pas une république, pardon, mais on a une France qui est aventureuse, qui en veut, qui est ambitieuse, et un peu de la même manière que l'armée continentale des jeunes États-Unis d'Amérique ont réussi à vaincre un adversaire. Bon, alors, ok, ils ont été aidés par la France, mais ils ont quand même réussi à obtenir des victoires face à l'Empire britannique. Bon, une jeunesse enthousiaste et en armes, il y a moyen. Il y a franchement moyen. Donc on y croit. Sauf que, la marine fait totalement défection. Donc un petit incident qu'on retrouvera notamment, qui aura des conséquences pour Bonaparte bien plus tard. Et 2, il y a énormément d'éléments de l'état-major, du commandement, qui font défection. Voilà. Donc on se retrouve avec une armée pas très très bien équipée, mais surtout pas très très bien commandée. Donc ça pue un petit peu. Et pour ça, les Brissotins vont prendre 3 mesures. La première, on éloigne tous les prêtres, qui n'ont pas prêté serment. Je vous avais dit que les réfractaires, on allait les retrouver. Et ceux-là, on estime que ce sont des agents de l'étranger. On les dégage. La situation, elle est crispée là dans le pays, parce qu'on se rend compte qu'on a peut-être fait une connerie. Bon, deuxième chose, on dissout la garde royale du roi. Par définition, la garde royale. Parce que ça constitue comme étant une armée intérieure, danger. Il faut se concentrer sur les frontières, sachant que c'est toujours un petit peu délicat en province. Et puis, on fait monter 20 000 soldats sur Paris pour renforcer les fameux Marseillais qui vont chanter le chant
rédigée par Rouget de Lille, la Marseillaise. Et à ces 3 mesures-là, veto, veto, veto. Donc pas cool du tout, à tel point que les Tuileries, déjà le 20 juin 1792, vont être envahies par des sans-culottes et ils vont demander au roi de retirer ses vétos. Louis XVI va tenir bon, mais sa personne va être un petit peu affaiblie, où il va être contraint de mettre le bonnet phrygien, de boire, de lever le verre à la santé de la nation, à gueuler vive la nation. Pas terrible. Donc déjà, on voit qu'en fait, les Tuileries, bon, que c'est pas une forteresse si imprenable que ça, quoi. Voilà. On le retient pour plus tard. Le plus tard, il va pas louper. Puisque en août 1792, on a un maréchal prussien Brunswick qui dit, après avoir vu ça, en fait, le coup qu'il y avait des sans-culottes, des gueux qui s'en étaient pris, un petit peu, qui avaient chatouillé une personne royale, si vous faites du mal à la famille de Louis XVI, mais on rase la capitale. Ça n'a pas loupé. Tout ça, toute cette histoire est une succession de préventions, de conséquences, où on monte à chaque fois dans l'extrême. Qu'est-ce qui va se passer ? Le 10 août 1792, là, on a une journée révolutionnaire majeure, peut-être la plus importante de toute l'histoire de la Révolution. Après la prise de la Bastille, après la marche du 5 octobre 89 sur Versailles, le 10 août 1792, les Tuileries sont envahies par les sans-culottes. Ça va être une bataille assez importante. On parle vraiment de bataille, on parle de force rangée entre les forces du roi et 47 des 48 sections de Paris. Donc vraiment, il y a de la tactique militaire. D'ailleurs, le youtubeur Sur le Champ, comme je vous avais dit, avait fait une vidéo spécialement sur la question de la prise des Tuileries. La garde nationale se rallie aux insurgés. Et là, Louis XVI et sa famille n'ont pas d'autre choix que d'aller se réfugier à la législative. La législative elle-même est envahie par la population. Et on décide de la suspension des pouvoirs du roi, qui finalement va aboutir à une déchéance du roi. Une nouvelle fois, tout ça c'est subi. L'Assemblée législative ne voulait pas la fin de la royauté. C'est pas le principe. Mais le peuple, une nouvelle fois, a pris les devants. Et comme ils sont tous sur un volcan, ils n'ont pas le choix que de donner acte et de valider ce qui aura été décidé par le peuple. Donc, déchéance du roi. Et on dit qu'on va réunir, du coup, une convention nationale. Pourquoi ? Parce que la Constitution de 1791, elle est caduque. Elle donnait un pouvoir à un roi des Français. Si on fait une déchéance du roi des Français, tout l'équilibre des pouvoirs fout le camp. Déjà qu'il n'était pas bien solide, et bien du coup, l'Assemblée législative va laisser la place à ce qu'on va appeler la Convention nationale. Et c'est là où Robespierre va pouvoir revenir. Aussi, d'autre temps, il y a des acteurs qui montent, comme Danton, qui va être nommé ministre de la Justice. Pendant ce temps, ça ne va pas du tout. La situation dans les provinces du pays, c'est de plus en plus catastrophique. Les Prussiens arrivent à prendre Verdun. Verdun, c'est un petit peu le verrou de Paris. Donc ça ne va pas du tout, à tel point que la population commence à manifester encore plus sa colère, et ça va donner lieu, après le 10 août 92, au massacre de septembre 1792, où en gros, ceux qui ont défendu le roi durant ces journées-là, du 10 août 92, la population trouve que c'est trop long, les tribunaux mettent trop de temps, et donc ils envahissent les prisons, ils constituent rapidos des commissions pour juger de manière expéditive. Alors, tout le monde ne va pas non plus être passé au fil de l'épée. Va y avoir, par exemple, des gardes suisses du roi Louis XVI qui vont être libérés, et ça va donner lieu à des baptêmes de la liberté, à des cérémonies pour dire, voilà, allez, rentre chez toi en Suisse, on t'aime, mon frère, etc., trop cool. Bon, ça va donner lieu aussi à des massacres. C'est pour ça qu'on parle quand même des massacres de septembre. En gros, la moitié sort, la moitié on ne sort pas. Et là, c'est ce qui va donner lieu, à ce qui va nous intéresser plus tard, à la création par Danton du tribunal révolutionnaire. Soyons terribles,
pour que le peuple n'ait pas à l'être. Parce que septembre 92, c'est le bordel total. C'est, à minima, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que quelqu'un qui a trahi la nation, etc., mérite la mort. Là-dessus, pas trop de problème. Mais on veut quand même des règles. On veut des principes. On veut qu'elles soient faites voilà, selon des formes, selon des normes. Et c'est pour ça qu'on va créer le tribunal révolutionnaire. Alors certes, le tribunal révolutionnaire, des fois, bon, ça sera discutable, ça va pas franchement évoluer. Hein. Tous ceux qui passent devant le tribunal révolutionnaire, y en a quand même un bon paquet qui en ressortent blanchis. Marat va être convoqué devant le tribunal révolutionnaire, ça va aller pour lui. Donc, il y a vraiment des débats. Au début, le tribunal révolutionnaire, ça va. On verra plus tard, quand on discutera de la loi de Prairial, tout ça, le calendrier révolutionnaire extrêmement chelou, que ça n'a pas duré. Mais au début, le tribunal révolutionnaire, en vrai, c'est assez cool. Et le but, c'est de calmer la foule en disant ne les massacrez pas, on va faire notre taf. Bon, des fois, il faut faire des concessions politiques. Et en gros, si vous voulez pas qu'on massacre tous les juges, vous prononcez des sentences. Bon. Il faut bien comprendre qu'on essaie d'instaurer une nouvelle idée du processus judiciaire. Je rappelle, Ancien Régime, affaire Calas, La Roue, Damien, le régicide, les supplices et les horreurs qu'il a subis, on vient de très très loin et on a une population qui n'est pas habituée à l'idéal de justice, débat contradictoire, non-rétroactivité de la norme. On est une population qui est habituée aux lettres de cachet. Donc il y a tout un imaginaire et une culture judiciaire à apprendre. Danton va être le père de ça, quelque part, même si le but premier de Danton, c'est de calmer les tensions pour que ce qui s'est passé en septembre 92 ne se reproduise pas. Bon, là, c'est maintenant qu'on va pouvoir causer vraiment de la révolution avec un grand R. Pourquoi ? Parce qu'il va se produire un miracle. Ça y est, la révolution va être victorieuse. Là où franchement, on ne faisait qu'enchaîner les désillusions, les catastrophes, il va y avoir un miracle, c'est la bataille de Valmy, le 20 septembre 1792. Bon, Valmy, déjà, sur un plan tactique, ça augure des batailles modernes qu'on retrouvera notamment sous l'Empire. Wagram, pour ne citer qu'elle. C'est une confrontation d'artillerie, mais pas que. On a une armée prussienne qui est assez exténuée, qui a volé de victoire en victoire en victoire en victoire, et qui se dit, normalement, là, ce ramassis de bouseux, dont il n'y en a pas un qui parle français, hein, il y a des Gascons, il y a des Alsaciens, il y a des Normands, il y a des Bretons, enfin tout ça est très disparate. On les fait flipper un bon coup, et ça passe crème. Réponse de l'armée française à ce moment-là, vive la nation. Partout sur le champ de bataille, ça gueule, vive la nation. Et là, les Prussiens, ils se disent que non seulement ils ont une position avantageuse, parce qu'ils sont près de chez eux, ils sont en défense. Donc les mecs, ils sont résolus. Vous ne marcherez pas sur Paris, ça c'est mort. Vous ne massacrerez pas nos femmes, nos gosses, etc. Je vous renvoie aux paroles de la Marseillaise. Les Prussiens, eux, ils sont rincés. Hein. Et puis dans les rangs prussiens, il y en a 2-3 des soldats. Les idées révolutionnaires, bon, l'égalité pour tous, la méritocratie, il y a quelques idées quand même. Les Allemands, ils ne sont pas totalement insensibles là non plus. Bon, défaite totale. Déroute. On doit cette victoire au généraux Kellermann, qui sera nommé d'ailleurs maréchal sous l'Empire, et Dumouriez, qu'on va retrouver un petit peu plus tard en 93. Et donc, très très belle victoire de l'armée française. Et ce qui est encore plus beau, c'est que le lendemain, 21 septembre 1792, la Convention nationale se réunit. Bim. Et c'est là où on a la République. Deux dates, 20 septembre, 21 septembre 1792, la victoire de Valmy, la réunion de la première séance de la Convention nationale, c'est de là qu'on va aboutir notamment au calendrier républicain. C'est la fin de la monarchie. Un séisme total. Total. Et tout ça, c'est la conséquence de la journée du 10 août 1792. Voilà, quand j'ai insisté sur la véritable révolution avec un R majuscule, pas tant 89, c'est avant tout
cette période d'été, en fait, août et septembre 92, majeur. D'ailleurs, Goethe dira après Valmy que c'est vraiment la naissance du nouveau monde, en fait. Avant, c'était une révolte qui avait abouti à des textes. C'était un truc qu'on avait déjà obtenu en Angleterre, hein. L'habeas corpus, la Magna Carta, tout ça, des règles de garantie. Au final, la Déclaration des droits de l'homme, bon, c'est cool, hein. La Constitution, c'est très bien, cool. Mais c'est pas un changement d'état d'esprit. Là, on abolit la monarchie et on proclame la République. C'est pas la même quand même. On a un petit peu monté, en intensité. Ok. Nouvel équilibre politique. Les Brissotins, nos amis girondins, bon, qui étaient à la base à la gauche de l'hémicycle, mais maintenant ils basculent plutôt à la droite. Alors gauche et droite ne sont pas du tout des termes antinomiques, hein. Enfin elles ne sont pas du tout anachroniques sur l'époque, hein. Il y a vraiment littéralement une gauche, la montagne, une droite, la Gironde, et il y a vraiment des idées par rapport au pouvoir exécutif. C'est là-dessus qu'on se divise beaucoup. Donc les Brissotins, les Girondins se placent du coup sur la droite en conservatisme. En fait, l'idée pour que ça aille pas non plus trop loin. Hein. Aussi, ils sentent que ce qu'ils ont enclenché au début pourrait leur échapper. C'est en gros 20% de l'Assemblée, de la Convention nationale. Ensuite, on a les montagnards. Ça y est, le nom est lâché. Les montagnards avec Danton, Robespierre, Marat. Bon, eux, c'est une gauche radicale vénère, mais attention, hein, touche pas à la propriété privée. Il y a quand même quelques acquis. C'est pas des bolcheviks, hein. Important de le retenir. Et puis quand même une très grande majorité sont les gens qu'on appelle la plaine, comme des gars comme Cambacérès, Merlin de Douai, des juristes qui sont un petit peu fluctuants, qui vont aller là où comment dirais-je, où le vent va souffler. Notamment, on a Barrère, quelqu'un qui va siéger au comité de salut public, qui initialement était un gars de la plaine, et puis par opportunisme politique, va rejoindre les montagnards avec Robespierre. Bon, gardez en tête une nouvelle fois que ce sont des groupes qui sont extrêmement hétérogènes, qui, à l'intérieur même de ces groupes-là, on n'a pas du tout les mêmes pensées. Mais en gros, il y a quelques grandes questions qui font leur unité. La question du roi et la question de la conduite de la guerre. Bon, bien sûr, justement, allons-y. Qu'est-ce qu'on fait de Louis XVI? Qu'est-ce qu'on fait de Louis Capet? La convention, elle est unanime pour dire que le gars, il a trahi. De toute façon, même s'il y avait le coup de l'enlèvement par Lafayette, etc., bon, déjà, pas ouf, hein, comme il y en a beaucoup qui n'étaient pas dupes de ça. Lafayette, déjà, en plus, il s'est barré. Hein, parmi les émigrés, la noblesse qui a foutu le camp, il en fait partie. Hein, donc, pas terrible. Et surtout, en fait, il y a le 10 août 1792. Et la Convention nationale est l'héritière de cette journée révolutionnaire. Donc, ils n'ont pas le choix. C'est le peuple, après la pétition de juillet 91, là, a pris les armes contre le roi pour le destituer. Donc, ils n'ont pas le choix. Mais comment faut le faire? Alors, est-ce qu'on le ferait pas passer devant le tribunal révolutionnaire? Bon, déjà, Robespierre, par exemple, il est contre tout procès. Hein. La Constitution de 91 disait que la personne du roi était inviolable, sauf s'il se mettait à la tête d'une armée contre-révolutionnaire. Clairement, c'était l'intention de Louis XVI. Hein. Et il y a des éléments qui le prouvent. Donc, pour Robespierre, ni tribunal, ni procès, zou, guillotiné. Le gars est un peu extrême. Hein. Bon, au final, on va essayer de dégager deux solutions. Soit c'est la solution girondine qui dit on fait un vote national. Technique habile, parce que les Girondins, au fond d'eux, ils aimeraient bien que le roi reste. Parce que tant qu'il est là, même si c'est plus un roi en exercice, ça va à peu près. Sa personne est un peu sacrée. Il représente quelque chose. Une forme de stabilité. Pour les montagnards, non. C'est la Convention nationale qui peut s'ériger elle-même, alors qu'elle n'a pas du tout reçu mandat, ce que critiquera énormément d'ailleurs Robespierre. Elle n'a pas reçu mandat, mais elle va s'ériger, la Convention nationale, pour juger Louis XVI.
Et ça va pas louper. Alors, on a souvent dit que ça s'était joué à une voix. Alors, en vrai, il y a eu 3 votes. Et donc, selon comment on calcule, soit on dit qu'il y a une voix de majorité, soit plutôt, il y en aurait près d'une trentaine. Il y a eu 3 votes. C'est Louis XVI a-t-il trahi? Doit-il être puni de la peine de mort? Mettons, est-ce qu'on met sursis à l'exécution? Il y a beaucoup de gens, notamment des Brissotins, qui demandent la peine de mort avec sursis parce qu'on se dit c'est un otage par rapport aux forces prussiennes et autrichiennes. La guerre est toujours là. Ok, il y a eu Valmy, hein, mais calmos potos, hein, la guerre est pas du tout finie. Bon, 21 janvier 1793, manière de bien commencer l'année, le Louis XVI, guillotiné. Ok. Là, on arrive dans une période où la Convention nationale est encore un petit peu dominée par les Brissotins. Alors même, je vous ai dit qu'ils n'étaient pas du tout majoritaires, ils ont que 20% à l'Assemblée, mais c'est eux qui ont une expérience quand même du pouvoir. Hein. Durant la législative, c'était eux qui avaient réussi à forcer à la guerre, etc. Donc ils ont quand même une certaine expérience, et justement, ils vont avoir la mainmise là-dessus. Le problème pour ces braves Girondins, c'est qu'il va y avoir plusieurs pépins dans cette période-là, donc dans les premiers mois de l'année 1793. D'abord, c'est le soulèvement à l'ouest. C'est après avoir... allez, on déclare la guerre au Royaume-Uni et à l'Espagne. Allez, voilà, ça suffisait pas à la Prusse, à l'Autriche. Les Brissotins, ils sont encore chauds pour faire la guerre. On lève encore plus de volontaires. On veut 300 000 hommes dans les armées. Et là où ça gueule total, c'est à l'ouest. Et qu'est-ce qu'il y a à l'ouest? Il y a la Vendée. Bon, pas besoin de faire un dessin. À peu près toutes les insurrections locales vont réussir à être matées. On envoie des représentants de la Convention nationale un petit peu partout, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Toulon. Voilà, toutes des grandes figures, hein, qui vont réprimer tout ça. Alors, pas de la manière la plus fine. Hein. Le Fouché, il va utiliser la mitraille après avoir forcé des insurgés à creuser leur propre tombe. Voilà. Le Carrier à Nantes, il vous balance le tout dans ce qu'il appelle la baignoire nationale. Voilà, dans la Loire. Tranquille. Bon, ça se fait bien, quoi. Les mecs, ils sont... Il y a un projet. Mais en Vendée, ça se passe pas bien. En Vendée, déjà, bon, le terrain vendéen, il est pas cool. Hein. C'est pas simple d'aller faire de l'ordre en Vendée. Et en plus, c'est une zone où on peut avoir du ravitaillement par l'Angleterre. Donc, ça va vraiment être le ventre mou de la République. Et ça va percer par là. Ça va sans cesse essayer de passer par là. Et donc, voilà. Donc, les Girondins vont commencer à être un petit peu discrédités parce que la Vendée, ils n'arrivent pas à gérer. Et puis, va y avoir aussi une peur générale des traîtres. Alors déjà, l'ennemi intérieur était déjà un petit peu redouté avec cette question des prêtres réfractaires, mais là, ça va dégénérer. Parce que en mars 1793, Dumouriez, donc après avoir gagné à Valmy, il remonte vers les Pays-Bas autrichiens, et il va se prendre une branlée à Nervinden. Et là, c'est un peu la cata. C'est un peu la cata. Là, tout le monde se dit, ah, ok, on pensait qu'on était bon, mais en fait, on n'est pas si bon que ça. Et donc, la Convention le convoque, dit, mais en fait, copain, est-ce que tu es si bon que ça? On voudrait un petit peu t'auditionner. Et Dumouriez, à cette convocation, lui dit, ah ben, vous voulez que je vienne? Ben, je ne vais pas venir tout seul, je viens avec mon armée. Alors ça, c'est le grand flip. Une nouvelle fois, hein, on est dans une pensée très antique. C'est pas que la Seine, c'est le Rubicon, mais c'est un peu le même délire. Hein. Quand César est franchi le Rubicon, non, il n'a pas le droit. C'est interdit d'avoir des armées qui stationnent près de Rome pour justement ne pas faire pression au Sénat de la République. Ah, c'est à peu près la même idée. Donc là, on a un général qui dit, ah ouais, ben, je vais me ramener. Donc on envoie un ministre, je sais plus comment il s'appelle, Bournonville, je crois, Barneville, bon, c'est plus, pas très important, le ministre de la guerre, pour essayer de calmer Dumouriez. Et qu'est-ce qu'il fait le Dumouriez? Non seulement il passe à l'ennemi, mais il livre le ministre de la guerre.
aux Allemands, pas de problème. Et comme le ministre, Dumouriez, il était quand même assez proche des Girondins, ça fait 2 échecs qui vont vraiment sonner le glas du parti brissotin, du parti de la Gironde, et qui va permettre au pouvoir montagnard de monter en flèche. Surtout que il y a de nouvelles factions qui vont émerger, qu'on retrouvera un petit peu plus tard, les enragés de Jacques Roux. Alors eux, ils sont très axés sur la question de l'économie de subsistance, et aussi avec un mouvement féministe assez actif avec les enragés. C'est... Qu'est-ce que tu m'as écrit, Loire? Envoyer les gens importants seuls en diplomatie, une tradition importante de tous les échecs. Oui. Oui, c'était pas très futé de faire ça. Bon, après, c'est aussi une politique durant toute la Révolution. On essaye de se débarrasser aussi. Franchement, bon voilà, je suis en survol, donc en plus la personne de ce ministre de la guerre, dont j'aurais même plus à me souvenir de son nom, je sais plus, j'avais noté. Je crois même plus à me relire. C'est Bourdonville, je sais plus. J'ai un doute. C'est pas très grave, mais en fait, c'est aussi une bonne façon d'éliminer et d'éloigner les gens. C'est ce que le directoire fera plus tard. On en parlera demain avec Bonaparte en Égypte. Bon, c'est une très bonne façon. Et genre, si jamais tu te plantes, tant mieux, t'es éliminé. Si jamais tu gagnes, et écoute, en fait, on n'espérait rien de toi. Donc, voilà, c'est une bonne façon. Une très très bonne façon de diriger. Rappelons que quand on parle de la Convention nationale, il n'y a pas de gouvernement. D'ailleurs, peut-être j'ai pas insisté là-dessus, mais durant la Convention nationale, contrairement à la période de la législative, ou même d'avant la constituante, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de ministres. Enfin, il y a des ministres, mais qui sont soumis directement à la Convention nationale. C'est elle et elle seule qui dirigent. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, les Brissotins sont en minorité, et donc la Convention nationale a pu balancer des adversaires politiques, justement, pour s'en débarrasser. Bon, face à tout ça, Danton arrive à instaurer, ça a mis un petit peu de temps, le tribunal révolutionnaire, et surtout, à partir du 6 avril, new challenger dans le game, on a le comité de salut public qui arrive. La Convention nationale, on se rend bien compte que c'est pas possible qu'elle dirige tout toute seule. Il y a 300 gars, c'est pas possible pour que ce soit organisé. Du coup, on va se répartir en comités. Il y a le comité de législation. Cambacérès va jouer un rôle énorme dans le comité de législation. On en a un petit peu parlé sur cette chaîne-là. C'est le papa du code civil. Rôle énorme. On va retrouver aussi le comité de sûreté générale, la police. On va retrouver un gars qui s'appelle Vadier, qui va être à l'origine de la chute de Robespierre. Et surtout, le comité de salut public, où Danton va y jouer un rôle majeur. C'est pas compliqué. Dans la première composition du comité de salut public, il n'y a pas un seul Girondin. Il y a des gars comme Barrère, Bertrand Barrère, un gars de chez moi, là, près de Tarbes, donc voilà, qui va siéger, qui va avoir un rôle majeur durant toute cette période-là, Barrère. Parce que c'est lui qui va être en charge notamment de faire... il va être rapporteur du comité de salut public à la Convention nationale. Donc c'est lui qui vient justement faire état des travaux et faire ce qu'on appelle des carmagnoles, puisque à chaque fois qu'il y aura une victoire militaire, tout le monde va se rassembler pour écouter Barrère. En gros, ça va être la star, ça va être le Hanouna de la Convention nationale. Avec son accent gascon. Voilà, donc c'est cette personne-là. Et à côté, avec des Danton. Et voilà, aussi Danton, orateur de folie. Enfin, le gars, les phrases qu'il est capable de sortir, on en parlera voilà, quand il va finir la tête en deux. Juste avant, tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. Voilà, le gars, il avait du coffre, quoi. Donc, il y a ces figures-là qui apparaissent, et comme je vous avais dit, avec des petites factions qui commencent à monter en pouvoir, comme les enragés de Jacques Roux, et les hébertistes qui suivent Jacques-René Hébert. Hébert, c'est un journaliste qui dirige le journal Le Père Duchesne, qui est extrêmement populaire, parce que Le Père Duchesne, ce sont des publications extraordinairement vulgaires. Le mot « foutre », il est
tout le temps, à chaque publication, à chaque article. Et du coup, les sans-culottes se l'arrachent. Et voilà, c'est un peu comme l'ami du peuple que Marat dirige. Les journalistes, ils ont une aura qui est majeure. C'est pas pour rien, une nouvelle fois que Robespierre, il avait dit du temps de la législative, vas-y, moi je me fais pas réélire, y a pas de souci. Parce que l'arène politique va au-delà de l'Assemblée législative. Ça va bien au-delà. Il y a les clubs, il y a les journaux, il y a la rue. C'est un chaudron, le Paris de cette époque-là. Donc, fort logiquement, on en arrive à la chute des Girondins. Déjà, Marat, donc dans son journal, comme je vous disais, l'ami du peuple, tabasse les Girondins. Il les appelle les appelants, parce que justement, c'était eux, les Girondins avaient pour projet de faire juger le roi par un appel au peuple. Donc, tout le monde avait compris que c'était une habileté pour empêcher la mort du roi. Donc Marat, qui est extrêmement régicide à 2000%, il les défonce là-dessus. Qu'est-ce que je relis un petit peu mes notes. Aussi, il tente d'arrêter les Girondins, essaie de s'en prendre à Hébert. Voilà, la publication sur du Père Duchesne. Ils vont pas y arriver. Les sans-culottes vont obtenir sa libération. Ils vont tellement obtenir sa libération que les sans-culottes ils vont se sentir pousser des ailes. Ils vont attaquer la Convention nationale en mai et en juin 1793. En fait, ils vont... comme en août 1792, quand ils étaient venus réclamer la déchéance du roi, ils ne vont pas attaquer la Convention nationale, mais ils vont mettre une énorme pression. Et il se trouve qu'à ce moment-là, celui qui préside la Convention nationale, c'est un Girondin qui répond au nom de Maximin Inard. Et ce type-là, pas très futé, il lance à la foule que s'ils s'en prennent un tout petit peu à la Convention nationale, on se demandera si Paris aura seulement existé. Bon, pareil, le gars, il n'a rien retenu à l'histoire du manifeste de Brunswick. Le 2 juin, la Convention nationale, elle est encerclée. Les Girondins sont menacés. La foule réclame un acte d'accusation contre tous les députés qui suivent Brissot. Les montagnards, en fait, ils cèdent totalement. Hein. La plaine et la montagne. Bon, écoutez, les gars, prenez-les. Hein. Au bout d'un moment, hein, leur copain Dumouriez a fait de la mouise. On prend le pouvoir, pas de problème. Mais une nouvelle fois, ce qui est intéressant, c'est que la bascule de l'équilibre politique est du fait de la foule. C'est à chaque fois, on a des organes politiques qui sont otages de ce que vient décider la foule. Et ça, c'est très intéressant à comprendre. Ça montre que les idées, elles avancent de manière saccadée. Et sans cesse, on est dans une situation où on essaye de jouer de la foule, comme essayer de la limiter. C'est vraiment ce qui va caractériser toute la révolution. Et pendant ce temps, ça va pas très très bien en province. Il y a près de 60 départements qui sont en insurrection. Évidemment, quand on est... les Girondins brillent pas non plus par leurs exploits parce qu'ils ont un côté un petit peu fédéraliste. Alors, ils veulent pas une fédération américaine, mais ils aimeraient bien un pouvoir décentralisé. Forcément, face à ce contexte-là, ça ne les aide pas. Bon, bref, ciao les Girondins. Ils sont tous arrêtés, ils seront jugés et la plupart exécutés au cours de l'automne 1793. Et donc les montagnards sont un peu les seuls en mesure de prendre le pouvoir. 60 sur combien il n'y en a pas encore une centaine. J'avais retenu que c'était à peu près 2 tiers des départements. 2 tiers des départements. Alors après, il y a de tout. Quand on dit en insurrection, c'est qu'il y a des troupes armées ou hors de contrôle qui sont pas tout à fait... C'est-à-dire, les impôts rentrent pas, la conscription militaire, elle n'est pas terrible. Voilà, donc... Et puis, c'est très varié. C'est-à-dire, on dit 60 départements. Bon. Donc, comme je dis, je crois que dans ma mémoire, il y en a à peu près 90. On n'est pas encore dans les États napoléoniens où les départements vont aller de Rome à Amsterdam en passant par Barcelone. Donc, je crois que ça représente à peu près 2 tiers. Mais c'est extrêmement varié. C'est-à-dire, évidemment, à l'ouest, tout ce qui est proche du milieu vendéen, ça pète très très fort. Et tout ce qui se rapproche plutôt du front,
le Nord-Pas-de-Calais, etc., c'est des situations où on est plutôt assez tranquille. D'ailleurs, aussi paradoxalement, même ceux qui sont éloignés du front, pas pour nous lancer des fleurs, hein, mais Toulouse a pas posé problème. Voilà. C'est pas là où il y a du gros boxon. En gros, ça va être les départements qui vont toucher immédiatement aux foyers révolutionnaires qui sont dans les grandes villes. Lyon, Marseille, Toulon, Bordeaux, Nantes, Caen. Caen est un énorme foyer girondin. Et ça pète en fait. Ça pète plus tard. Donc dès qu'on est proche de ces foyers-là, ça explose bien. Donc les montagnards prennent le pouvoir, mais ils sont effectivement eux. Et en fait, ils vont devenir rapidement là une forme de nouvelle droite, parce qu'ils vont être coincés entre la réelle politique, il faut calmer la province, survivre à la guerre, etc. Et avec une contre-révolution qui ne cesse d'être une menace véritablement réelle. C'est-à-dire tous les acquis de la Révolution, avez bien compris qu'entre la constituante, la législative, la Convention nationale, chaque fois on a un cran de plus vers justement une république de plus en plus établie, qui se dirige de plus en plus vers une démocratie sociale. On s'éloigne de plus en plus de la notion de privilège, de la noblesse, etc. Il n'y a plus de roi. Donc déjà, ça donne le bail. Hein. Mais toute la question, c'est quand est-ce qu'on va s'arrêter. Et il y a des gars qui en veulent toujours plus. Je vous ai parlé de la nouvelle faction. Les hébertistes et les enragés vont devenir la nouvelle gauche qui va menacer les montagnards. Bon, le 24 juin, donc finalement assez rapidement en 1793, on va créer une nouvelle constitution, la constitution de l'an 1. Alors les femmes sont toujours exclues du pouvoir, mais on proclame, justement je parlais d'une république de plus en plus sociale, le droit au bonheur, on instaure le suffrage universel, on le retrouvera en 1848, cette fois-ci pour de bon, pour un suffrage universel masculin, ok, mais c'est quand même ça, c'est proclamé dès le 24 juin 1793, on proclame aussi des trucs comme le droit à l'insurrection, mais cette constitution qui est extrêmement avant-gardiste sursit jusqu'à la paix générale. C'est aussi un mécanisme qu'on retrouvera au moment de l'abolition de la peine de mort. Vous avez fait un live sur le discours de Badinter, et la République va abolir la peine de mort. Mais ça ne sera applicable qu'au moment où il y aura la paix générale, c'est-à-dire y compris à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bon, Bonaparte avec son code pénal de 1810, l'abolition, c'est ciao. Bon, bref, cette constitution donne aussi tous les pouvoirs à la Convention nationale, répartis en différents comités. Et ça va encore monter d'un cran, parce que je vous parlais du milieu girondin à Caen. De la ville de Caen, il y a une petite personne qui va débarquer à Paris, c'est Charlotte Corday. Et Charlotte Corday, elle est surtout connue parce que c'est elle qui a zigouillé Marat. Marat, journaliste, voilà, une aura énorme qui va être panthéonisée, quand même. Bon, par la suite, il va être dépanthéonisé, comme Mirabeau d'ailleurs. Mais à ce moment-là, les Girondins, les mettre en prison, c'était une chose. Les juger, c'était une chose. Leur exécution n'était pas si gagnée que ça. Pas si gagnée. Là, puisqu'il y a une des leurs qui a massacré Marat, là, c'est feu nourri. Voilà, des autres façons pas compliquées. C'est après Marat, il y a encore plus taré qui prend le relais, c'est Jacques Roux et Hébert, les hébertistes et les enragés. Donc là, plein pot, on est à fond dedans. Et le sort des Girondins va être de plus en plus... Enfin, c'est cette perspective de république un peu bourgeoise à la girondine, va être écartée. On la retrouvera plus tard, après ce qu'on va appeler Thermidor, au moment de l'instauration du Directoire, on en parlera demain. Mais là, c'est feu nourri, la montagne, elle peut y aller direct. Et d'ailleurs, ça va se traduire tout de suite parce que le comité de salut public va être augmenté. On va parler du grand comité de salut public. On va l'élargir à 12 membres. Danton va décider de se retirer de la vie politique.
direction la campagne. Et qui rentre au comité de service public à sa place? C'est Robespierre. Alors, il ne rentre pas tout seul, puisqu'il rentre avec 2 comparses qui sont très célèbres, Couthon et surtout Saint-Just, l'archange de la terreur, celui qui avait proclamé sous les hurrahs, un jeune homme, il a à peine 20 piges, quoi, il a 23 ans, qui aura proclamé sous les hurrahs de la Convention, un roi doit régner ou mourir. Ben voilà, des mecs... J'ai fait des petites affiches en ligne avec des citations, on voit qu'à l'époque, les gars, ils bombardaient niveau éloquence. Mais d'emblée, quand même, notons que le comité de salut public, dans lequel on va retrouver Collot d'Herbois, Billaud Varenne, bon, bref, des personnalités importantes de chez des montagnards. On va retrouver Barrère, je vous avais dit que ce serait lui, le rapporteur du comité de salut public. Ils sont pas tous copains. Et c'est un comité qui va être très divisé. Par exemple, on a un Carnot, qui va être assez vite anti-robespierriste, mais pourtant qui est un pro sur les questions militaires. D'ailleurs, qui va être assez proche de Bonaparte par la suite. Donc, même si Robespierre monte en puissance, clairement, ça devient de plus en plus l'homme fort du pays, c'est quand même dans le cadre d'une instance collégiale dans laquelle il a ses copains, il a ses alliés, mais c'est très divisé, et cette instance-là doit faire adopter ses mesures par une convention nationale qui est elle-même divisée et en proie à différentes factions et en proie à la pression populaire. Une nouvelle fois, on garde en tête qu'à plusieurs reprises, la foule est arrivée devant l'Assemblée délibérante et a forcé en fait à un putsch. Il n'y a pas d'autre mot. C'est sous le directoire, on va faire des coups d'État politiques sur la fin des coups d'État militaires. Mais là, on a la foule qui casse la Constitution. La déchéance du roi, ça n'a jamais été voulu par la législative. La déchéance des Girondins, ça n'a pas tellement été voulu, ça non plus. Bim, bim, bim. Et donc, à chaque fois, les miquettes. Et évidemment, c'est ce qui se passera à la fin de ce cycle-là, de ce cycle du Grand Comité de Salut Public. Bon. Du coup, c'est là, on va commencer à un petit peu s'arrêter pour cette période-là, parce que j'avais dit que je faisais des débuts de la Révolution à la terreur. C'est à partir de ce moment-là, à partir de ce grand comité de salut public, qu'on va pouvoir parler de terreur. Alors, on va quand même dire un petit mot. C'est Tallien, un député qui va jouer un rôle majeur dans la destruction de Robespierre, qui va parler pour la première fois de terreur avec un T majuscule. Donc même si ce gars-là était pourtant membre du comité de salut public et qui était un député montagnard, c'est vraiment lui qui va employer ce terme-là, mais après la chute de Robespierre. En fait, le mot terreur, on dit l'expression « la terreur est à l'ordre du jour », ça n'a jamais été le cas. L'ordre du jour est quelque chose qui est extrêmement bien codifié. Vous vous doutez bien, hein, c'est l'organe décisionnel, c'est la Convention nationale, donc l'ordre du jour, c'est un truc quasi sacré, quoi. C'est l'évangile. Donc, il n'y a jamais eu un moment, aujourd'hui on discute de la terreur. Par contre, il y a différents actes qui vont donner lieu à des actes qui vont être considérés comme terribles. On reprend un petit peu la formule de Danton, et justement, un peu contre Danton. Puisque d'emblée, ce comité de salut public, il va devoir lutter contre les factions. Et Danton, qui s'était isolé de la politique, va revenir à la tête de ce qu'on appelle les indulgents, avec Camille Desmoulins, on l'avait oublié, mais il est bien présent, où, en gros, la politique d'arrestation, qui ne va avoir de cesse de se développer, ça va déplaire de plus en plus. C'est-à-dire, il va y avoir pas mal de gens, Marie-Antoinette, Barnave, les Girondins, etc., on les sacrifie à la foule, en fait. Ça va être des victimes expiatoires. Et au bout d'un moment, voilà, il y a des mecs comme Danton et Desmoulins qui vont essayer de calmer tout ça, face notamment aux hébertistes qui, eux, en veulent toujours plus. Le comité de salut public va être amené à liquider la faction des hébertistes avant de se retourner contre celle des indulgents. Danton, comme je l'ai dit, a fini guillotiné, tout comme Camille Desmoulins. Les enragés eux-mêmes, Jacques Roux va se suicider en prison. Bref, il y a une escalade parce qu'une nouvelle fois,
faut bien comprendre que le comité de salut public, il est au milieu de la fournaise. Il y a le peuple qui est de plus en plus incontrôlable, on a une situation intérieure qui est catastrophique, on a une situation extérieure qui est pas jojo, hein, avec un Dumouriez qui s'est barré. La situation, elle est extraordinairement précaire. Et avec une vie économique, les assignats, ça part en inflation totale. Bref, la seule chose qui reste au régime, c'est la répression. Il reste que ça. Pour autant, une nouvelle fois, il n'y a jamais eu de logique terroriste propre à la terreur. Je vous renvoie aux travaux de Jean-Clément Martin là-dessus. Et même faisons un petit point avant de laisser la parole ensuite au live de demain. Il n'y a pas eu... Enfin, on s'accorde de plus en plus à dire qu'il n'y a pas eu de génocide vendéen. Pourquoi ? Parce que d'abord, pour instaurer un génocide, il supposerait qu'il y ait un pouvoir extrêmement fort. En vérité, ce que peut faire la Convention nationale et le Comité de salut public, c'est des lois qui servent en fait plus ou moins de feu vert. C'est ok les gars, faites ça. Mais ils n'ont pas de pouvoir comme l'aura plus tard Bonaparte. Il y a une administration qui repose pratiquement sur rien. C'est des représentants nationaux, donc des députés qu'on envoie au coin chaud pour venir proclamer des trucs, à tel point d'ailleurs qu'un très grand représentant national qu'on enverra à Saint-Domingue, c'est Santonax, Félicité Léger de Santonax, je crois que c'était un député de Dijon, qu'on a envoyé à Saint-Domingue, et lui, sur place, en fait, le gars, il va dire « Oh, c'est tellement le bordel, c'est tellement l'insurrection avec les esclaves, etc. J'abolis l'esclavage au nom de la République. » Ça n'a pas été voté, ça sera voté plus tard. Mais, vous voyez, on envoie des gars comme ça pour essayer de calmer la situation. Mais en vrai, il n'y a pas de politique possible. On peut juste avoir des appuis par jeu de corruption, de manigance, etc., pour pousser dans un sens. Et surtout, pousser la colère. Les colères, parce que les gens ont faim, les gens sont énervés, les gens sont ambitieux, etc. Et qui on va envoyer en Vendée ? Les sans-culottes, pardi. Vous voulez vous castagner ? Bah allez-y. Bah allez-y. C'est une très bonne technique pour que les chouans de Vendée et les sans-culottes, tout ça s'effondre. Pour autant, voilà, c'est pas parce qu'il y a eu de génocide, parce qu'il n'y a pas eu de politique tellement pensée pour ça. Très rapidement, on va commencer à parler de frères égarés. La fameuse phrase de Barrère, massacrer les brigands de la Vendée. Bon, c'est quoi un brigand ? On ne sait pas trop, c'est assez vaste, c'est assez vague, ok. Parce que déjà, on n'est pas sur place tellement pour juger, donc on laisse un peu de liberté à ceux qui sont sur place. Mais on dit quand même bien, on ne dit pas massacrer les Vendéens, on dit les brigands. Bon, de toute façon, voilà, le pouvoir n'est pas en mesure d'imposer de tels trucs. C'est à chaque fois des folies locales. Et d'ailleurs, ce qui se passera en Vendée, il y aura quand même pas mal de généraux. Par exemple, Carrier à Nantes, mais il se fera pourrir par Robespierre. Hein. Il y aura des mecs du comité de salut public qui vont être de véritables menaces contre ces représentants qui sont allés trop loin. Et qui d'ailleurs vont être des instruments de la chute de Robespierre. Fouché, après avoir mitraillé les gens à Lyon, sera un instrument de la chute de Robespierre. Parce que Robespierre, c'est quand même un mérite du bonhomme, au-delà de son éloquence et quand même d'une prestance du bonhomme, on l'appelle l'incorruptible, c'est pas pour rien. C'est peut-être le seul qui ne se sera pas enrichi. Le Danton, tout ça, comme il faut. Mais, Mirabeau, j'en parle même pas, mais l'incorruptible, il habite toujours chez un cordonnier. Hein. Donc, dans un petit appartement, pas terrible. Donc, le gars est vraiment attaché à une forme de terreur et de vertu républicaine, toujours de pair. Mais il n'y a pas de politique d'extermination. Bon, bref, la terreur, va y avoir plusieurs lois qui vont intervenir. On les développera à partir de demain. Mais par exemple, la fameuse loi des suspects, c'est une loi qui a été établie par Merlin de Douai et Cambacérès. Bon, c'est deux gars qu'on va retrouver dans les gouvernements de Bonaparte et qui sont réputés pour être extrêmement
chill en fait. C'est pas du tout des enragés, des gros malades terroristes. C'est des mecs qui sont dans la même logique que Danton. Le peuple est incontrôlable, au moins essayons de le canaliser. Pour qu'il y ait un semblant de norme. Parce que s'il n'y a plus la norme, s'il n'y a plus la loi, tout s'effondre. Donc, l'extrémisation qui va aboutir, par exemple, notamment à des crimes de guerre en Vendée, à des négligences du gouvernement de ce qui va se passer en Vendée, sans pour autant que ce soit conçu. Mais un génocide et un crime de guerre, dans les deux cas, c'est des crimes contre l'humanité, hein. Pas de problème. Mais c'est pas conçu. Mais en tout état de cause, il y a à chaque fois une accélération, une cristallisation, parce que la situation du pays est extrêmement précaire. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Une nouvelle fois, la foule envahit l'Assemblée délibérante et on passe dans notre régime. Et ceux qui étaient des bons gars la veille deviennent des traîtres à la patrie le lendemain. Donc forcément, ça crée un climat d'anxiété où tout le monde est plus ou moins amené à agir de manière préventive. C'est je te frappe avant que tu me massacres. Voilà à peu près ce qui va caractériser la terreur. Bon, du coup, à partir de demain 17h, on évoquera la fin de la Révolution, donc notamment du coup avec la période du Comité de salut public robespierriste, sa chute et l'avènement du Directoire et la fin par la venue de Bonaparte. Voilà, ça c'était à peu près du coup la période. Donc là, on va s'arrêter du coup avec cette loi des suspects du 17 septembre 1793. Et on retrouvera tout ça. On poursuivra jusqu'à différentes politiques qui vont être établies par Robespierre jusqu'au fameux 9 Thermidor de 1794. Voilà, écoutez, il est une... Voilà, on est un peu plus parlé que la dernière fois. On a un petit peu moins de 2 heures de live. Si jamais il y a des questions, ça peut se faire de manière instantanée, soit par commentaire. Mais en tout cas, voilà. Écoutez, ceux qui ont eu le courage de m'écouter jusque-là, merci à vous. Respect pour la vaillance. Et puis voilà, donc on se retrouve demain pour la suite de nos aventures. Voilà, comme je l'ai annoncé, donc sur la fin de la terreur à la fin de la Révolution. Et puis, dès la semaine prochaine, le 7 mars, du coup, on discutera autour du jeu With the Revolution sur les procédures judiciaires de la période révolutionnaire. Et ça commence d'ailleurs dès lundi midi 15, le live sera consacré aux procédures judiciaires durant la Révolution, soit des procédures civiles que les procédures criminelles ou celles du tribunal révolutionnaire, justement, avant de le rencontrer de plein pied, plein pot, jeudi prochain, jeudi 7 mars, dans une semaine. J'espère que tout sera prêt. Je croise les doigts. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Et très vite, même demain à 17h, j'espère. Et voilà. À très bientôt. Des bisous.